Le premier cri est venu de l'intérieur d'un chariot que personne n'avait touché depuis 3 jours. Margaret Calloway l'a entendu à travers le mur de son relais de poste à minuit et demi, et elle n'a pas hésité, n'a pas allumé de lampe, n'a pas appelé à l'aide. Elle a couru. Ce qu'elle a trouvé à l'intérieur de ce chariot lui a coupé le souffle. Deux nouveau-nés enveloppés dans une couverture de cheval, leurs visages rouges, furieux et vivants, et personne d'autre en vue. Si cela vous a brisé le cœur, restez avec nous. Chaque partie de cette histoire arrive. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification et laissez un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous voulons voir jusqu'où ces deux petits vont voyager. Maintenant, retournons à ce chariot. La couverture était un vieux modèle de la cavalerie, du genre qui avait été lavé tant de fois que la laine était devenue douce comme du feutre, et elle bougeait. Margaret Calloway a vu cela avant toute autre chose, le léger soulèvement rythmique de la couverture près de la planche avant du chariot, et le son sous les pleurs, qui n'était pas un son, mais deux, superposés et distincts, l'un plus grave que l'autre, l'un plus urgent, tous deux absolument furieux de la manière particulière des créatures qui ont été abandonnées et le savent. Elle s'est hissée par-dessus la ridelle du chariot sans penser à la boue sur ses bottes, ni au froid qui tombait sur la nuit du Kansas, ni au fait qu'elle était une femme seule à minuit et demi, debout dans le noir, sans lampe, sans armes et sans aucune idée de ce qu'elle allait trouver sous cette couverture. Elle l'a retirée. Deux visages l'ont regardée, ou plutôt deux visages lui ont hurlé dessus, les yeux fermés, la bouche grande ouverte, les poings serrés contre leur menton dans la rage instinctive des tendus des nouveau-nés qui avaient eu faim, froid et étaient en restés seuls assez longtemps pour comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas dans le monde où ils étaient arrivés. Ils ne pouvaient pas avoir plus de 2 jours, peut-être moins. Seigneur Tout-Puissant, a dit Margaret, et ce n'était ni une prière ni une malédiction, mais quelque chose entre les deux qui est sorti d'elle avant qu'elle ne puisse organiser d'autres mots. Elle a glissé ses mains sous le plus proche, le plus petit, qui a poussé un cri si aigu et si trahi que Margaret l'a senti voyager de ses paumes jusqu'au centre de sa poitrine, et elle a serré le bébé contre elle, a attrapé le second et l'a serré contre elle aussi. Et elle est restée debout à l'arrière du chariot d'abandonné d'un étranger, dans l'obscurité d'un mois d'octobre au Kansas, avec deux nouveau-nés hurlant pressés contre son corps, et elle a essayé de réfléchir. Ils étaient emmaillotés, mais à peine. Quelqu'un avait pris le temps de les envelopper, ce qui signifiait que quelqu'un s'était suffisamment soucié d'eux pour faire au moins cela, mais pas assez pour faire quoi que ce soit d'autre. La couverture de cavalerie, un morceau de mousseline déchiré autour de chacun, noué en bas avec une corde rugueuse, pas de mots, rien d'autre dans le chariot que du vieux foin, l'odeur de fumier séché et le vide particulier d'un espace qui avait récemment contenu quelque chose et qui ne contenait maintenant rien qui voulait être là. Margaret est redescendue du chariot sans poser aucun des bébés. Elle ne savait pas comment elle avait réussi. Ses bras étaient pleins, ses mains tremblaient et les bébés criaient toujours. Mais elle est descendue, a traversé la cour, a franchi la porte du relais de poste et l'a refermée derrière elle d'un coup de talon. Le feu était faible. Elle l'a ravivé d'une seule main, ce qui était plus difficile que ça n'aurait dû l'être, puis elle s'est assise dans le fauteuil le plus proche et a tenu les deux bébés contre sa poitrine et a dit à voix haute dans la pièce vide, « Très bien, très bien, très bien. » Le dire 3 fois ne rendait pas la chose plus vraie, mais cela a stabilisé sa respiration, ce dont elle avait besoin. Le plus petit s'est calmé le premier, non pas parce qu'il avait moins faim ou moins froid, pensa Margaret, mais parce qu'il était épuisé, et l'épuisement finit toujours par l'emporter, même sur la rage. Il est passé des cris à de petits hoquets frissonnants contre sa clavicule, et elle pouvait sentir son cœur battre à travers la mousseline, rapide et léger comme celui d'un oiseau. Le second a mis plus de temps. Il avait plus de combativité en lui, ou plus de besoin, ou les deux. « Je t'entends, » lui a dit Margaret. « Je t'entends et je ne pars pas. Tu peux t'arrêter maintenant. » Il ne s'est pas arrêté, mais quelque chose en lui a changé. La tonalité des pleurs a changé d'une manière qu'elle a reconnue d'il y a très longtemps, comme la différence entre le désespoir et la simple insistance, et elle l'a bercé sans réfléchir et a dit « Je sais, je sais, je suis là. » Elle est restée assise comme ça pendant un long moment.
Le feu a repris. Le relais autour d'elle était silencieux, de la manière dont les relais de poste deviennent silencieux tard dans la nuit, lorsque le dernier cavalier est passé et que le suivant n'est pas attendu avant l'aube. Dehors, le vent du Kansas faisait ce que le vent du Kansas fait en octobre, traversant tout avec une indifférence plate qui n'a rien de personnel. Margaret a baissé les yeux sur les deux visages pressés contre elle, tous deux calmes maintenant, tous deux encore secoués par les répliques des pleurs, tous deux regardant le vide avec le regard flou des nouveaux-nés qui voient le monde pour la première fois et le trouvent jusqu'à présent profondément décevant. Qui vous a laissé, a-t-elle dit? Pas à eux, exactement, juste à la pièce, juste à la question elle-même. Aucune réponse n'est venue. Il n'y aurait jamais de réponse, elle le comprenait déjà. Quiconque avait mis deux nouveaux-nés dans un chariot abandonné 3 jours après le début d'octobre et s'en était allé n'allait pas se présenter pour s'expliquer, ni à Margaret Calloway, ni à personne d'autre. Elle a réfléchi à ce qu'il fallait faire. Elle y a pensé systématiquement, de la manière dont elle pensait à tout depuis que Robert était mort et lui avait laissé le relais, 12 chevaux et l'éducation spécifique d'apprendre à gérer seul ce qui avait autrefois nécessité 2 personnes. La ville la plus proche était Harlan, à 8 miles à l'est. Le shérif de Harlan était un homme nommé Cutter, qui n'était pas cruel, mais qui n'était pas particulièrement ému par les problèmes qui n'avaient pas de solution évidente. L'église de Harlan avait un pasteur qui prendrait les bébés et les enverrait à l'orphelinat du comté à Wichita, ce qui arrivait aux enfants que personne ne réclamait. Elle a regardé les deux visages contre sa poitrine. Elle a pensé à l'orphelinat du comté à Wichita, dont elle avait entendu parler par une femme qui était passée au relais au printemps dernier, une femme qui y avait travaillé pendant 2 ans avant de ne plus pouvoir le supporter et qui l'avait décrit d'une voix plate et prudente, comme quelqu'un rapportant des faits sur lesquels il avait décidé de ne plus rien ressentir. Les bras de Margaret se sont resserrés. « Pas encore, se dit-elle. Pas encore. » Elle était toujours assise dans ce fauteuil quand le bruit d'un cheval s'est fait entendre sur la route, se déplaçant rapidement pour l'heure, une allure qui signifiait soit l'urgence, soit la négligence. Et Margaret, sans poser aucun des bébés, s'est levée, s'est approchée de la fenêtre et a regardé dehors. Le cheval était un grand gris bien entretenu, malgré l'allure, et l'homme dessus était assis en selle avec l'économie particulière de quelqu'un qui montait à cheval avant même de pouvoir raisonner. Il s'est arrêté dans la cour et a regardé le relais de poste avec la patience évaluatrice d'un homme qui décide de quelque chose, et même depuis la fenêtre, même dans le noir, Margaret pouvait voir en lui une immobilité qui n'était pas du calme exactement, mais qui était la chose qui côtoie le calme chez les hommes qui ont traversé quelque chose et en sont sortis changés. Il est descendu de cheval. Il a attaché le cheval au poteau. Il a frappé. Margaret a ouvert la porte. L'homme qui se tenait sur son seuil avait environ 38 ans, les cheveux noirs, avec l'allure mince et burinée de quelqu'un qui passait le plus clair de son temps à l'extérieur sans y penser particulièrement. Il avait des yeux sombres qui se sont d'abord posés sur son visage, puis sur ce qu'elle tenait et qui y sont restés. Son chapeau s'est retiré dans le même mouvement, automatique et sans hâte, comme si les bonnes manières étaient quelque chose qui se produisait avant la pensée, pas après. « Madame, a-t-il dit. Puis il s'est arrêté. « Je sais, a dit Margaret. Entrez, il est entré. Il s'est tenu juste à l'intérieur de la porte, son chapeau à la main, a regardé les 2 bébés qu'elle tenait et n'a rien dit pendant un moment qui a duré plusieurs secondes de plus que ce que la plupart des gens peuvent supporter en silence. Ils étaient dans le chariot, a dit Margaret, celui qui est abandonné près du poteau nord. Je les ai entendus vers minuit. C'était il y a combien de temps? 1 heure, peut-être plus. Il les a regardés. Quelque chose a bougé sur son visage qu'elle ne pouvait pas nommer précisément, mais elle avait déjà vu quelque chose de semblable. L'expression de quelqu'un qui rencontre une chose pour laquelle il n'a pas de catégorie et qui essaie d'en construire une rapidement. « Quel âge? » a-t-il dit. « Je ne sais pas. Nouveau, très nouveau. 1 jour, 2 jours, je ne sais pas. Quelqu'un avec eux? » « Non. » Il a regardé la porte derrière lui, puis de nouveau les bébés. « Je suis Daniel Holt, a-t-il dit. Je dirige le ranch Crestfall à environ 6 miles au nord. Je passais tard. Margaret Calloway. Je dirige ce relais. Seul. Seul. » Il a hoché la tête, un seul petit hochement qui a absorbé cette information sans en faire cas. « Qu'allez-vous faire? » a-t-il dit.
Je suis en train de réfléchir. Il a de nouveau regardé les bébés. Le plus petit avait le visage tourné contre l'épaule de Margaret, un poing pressé contre sa joue, respirant avec la régularité profonde et résigné de quelque chose qui a finalement cessé de se battre et qui fait confiance, pour l'instant, à la chaleur qu'il a trouvée. Le second, celui qui avait plus de combativité, regardait vers la lumière du feu, avec ce regard flou de nouveau-né, qui n'est pas tout à fait en train de voir, n'est pas tout à fait en train de ne pas voir. Ils ont besoin de manger, a dit Daniel Holt. J'en suis consciente. Madame Greer à Harlan vient d'avoir son deuxième. Elle aurait peut-être du lait en trop, et je devrais emmener ces deux-là à Harlan pour le lui demander, ce qui signifie que le shérif Cutter les verra avant le lever du soleil, ce qui signifie qu'ils iront à l'établissement du comté à Wichita par la diligence du matin. Margaret le regarda fixement. Je sais comment ça marche, Monsieur Holt. Quelque chose a changé dans son expression. Vous connaissez Wichita? Je sais ce qui sort de Wichita. Une femme est passée par ici en avril. Elle y avait travaillé 2 ans. Elle a fait une pause. Elle n'a pas pu finir de me raconter. Le silence entre eux a duré un moment. Il y a une femme dans mon ranch, a dit Daniel. Sa voix avait légèrement changé, devenant plus prudente. Clara, ma sœur. Elle est venue au printemps dernier pour tenir la maison après que mon... Il s'est arrêté, a recommencé. Elle saurait quoi faire pour eux ce soir, comment les nourrir, les garder au chaud. Votre ranch est à 6 miles au nord. C'est exact. Dans le noir. J'ai un bon cheval. Margaret l'a regardé. Il ne jouait pas la générosité, a-t-elle remarqué. Il ne faisait pas de discours à ce sujet. Il se tenait dans l'embrasure de sa porte, son chapeau à la main, énonçant un fait logistique, à savoir qu'il avait un ranch, une sœur et 6 miles de route, et lui laissait le soin de décider quoi faire de cette information. Pourquoi, a-t-elle dit. Il l'a regardée, pas surpris par la question. Elle a eu l'impression qu'il s'y attendait. Parce qu'il fait froid, a-t-il dit, et ils sont nouveaux. Et il n'y a nulle part où les emmener à cette heure qui ne les mette pas dans le système dès le matin. Il a fait une pause. Et parce que quelqu'un les a laissés dans un chariot et s'en est allé, et je ne pense pas que ça devrait être la dernière décision que quelqu'un prend à leur sujet ce soir. Margaret a baissé les yeux sur les 2 visages qu'elle tenait. Elle a pensé aux 6 miles de route sombre, à un homme qu'elle connaissait depuis 4 minutes et à l'orphelinat du comté à Wichita. « Vous avez un chariot », a-t-elle dit. « Je ne peux que pas monter à cheval en les tenant tous les deux. Il y a un buckboard sur le côté de la grange. Je l'ai vu en arrivant. C'est mon buckboard. Je sais. Puis-je l'utiliser? » Elle l'a regardé pendant un autre long moment. Il est resté là et l'a laissé le regarder, ce qu'elle a noté. Il ne s'est pas expliqué davantage, n'a pas essayé de la persuader, ni de combler le silence avec quoi que ce soit. Il a juste attendu avec la patience spécifique d'un homme qui comprenait que certaines décisions devaient être prises par la personne qui les prenait, et non précipitées par quelqu'un d'autre. « Aidez-moi à les installer, a-t-elle dit, et puis atteler le cheval. » Ils ont roulé vers le nord dans le noir, avec Margaret sur le siège du buckboard tenant les 2 bébés à l'intérieur de son manteau, et Daniel Holt conduisant, ce qu'elle avait décidé être le seul arrangement qui avait un sens physique et non une déclaration de quoi que ce soit d'autre. Il a conduit sans parler, ce qu'elle a apprécié car elle était occupée à garder les 2 bébés immobiles et au chaud, et avec la vigilance particulière qui vient du fait de tenir quelque chose de très petit et de très fragile sur un chariot en mouvement dans le noir. Au bout d'un moment, le 2e bébé, le combattant, a émis un son qui n'était pas un pleur, mais qui n'était pas non plus du contentement. Quelque chose entre les deux. Une interrogation, presque. « Je sais », lui a dit Margaret doucement. Plus pour très longtemps, Daniel lui a jeté un coup d'œil de côté. Il n'a rien dit. « Vous avez des enfants, Monsieur Holt » a-t-elle dit. La pause avant sa réponse a été une fraction de seconde trop longue. « J'en avais un » a-t-il dit, « un fils. Il avait 4 mois quand il est mort, il y a 3 ans. » Elle a regardé son profil dans le noir. « Je suis désolé. Sa mère aussi, a-t-il dit, la fièvre, la même semaine. » Margaret n'a rien dit de plus. Il n'y avait rien à dire qui vaille la peine d'être dit, et elle avait appris dans les années qui ont suivi la mort de Robert que le silence offert de la bonne manière n'est pas du vide, mais une sorte de soutien. Ils ont continué à rouler. Les étoiles brillaient avec l'abondance particulière des grands espaces, la route était pâle sous les sabots, et les bébés étaient calmes dans leur étrange état suspendu, éveillés mais patients,
comme s'ils avaient décidé pour l'instant de faire confiance au mouvement. Le ranch Crestfall est apparu dans l'obscurité comme une série de formes qui se sont lentement résolues en clôture et en bâtiment. Il y avait une lumière dans la maison, ce qui a surpris Margaret. Daniel n'en a rien dit, il a juste arrêté le buckboard près du porche, est descendu et a frappé à sa propre porte d'entrée selon un rythme particulier, 2 coups rapides et un lent, ce qui lui a indiqué que c'était un signal. La porte s'est ouverte. La femme qui a ouvert était plus jeune que ce à quoi Margaret s'attendait, environ 25 ans, avec des cheveux noirs comme son frère, et des yeux qui bougeaient rapidement et saisissaient tout sans alarme apparente. Elle a regardé Daniel, elle a regardé Margaret, elle a regardé ce que Margaret tenait, et son expression est passée par 3 phases en succession rapide que Margaret n'a pas pu suivre entièrement, puis s'est stabilisée en quelque chose de pratique et d'immédiat. Entrez, a dit Clara Holt. Vous deux, tout de suite. La cuisine était chaude et sentait la fumée de bois et quelque chose qui avait cuit plus tôt dans la soirée. En moins d'une minute, Clara les avait installés à table et se déplaçait déjà dans la pièce avec l'efficacité de quelqu'un qui gardait les choses organisées et savait où elles se trouvaient. Quel âge? A dit Clara. On ne sait pas, un jour, peut-être 2. Où est-ce la mère? Partie, a dit Margaret. On ne sait pas qui. Clara s'est arrêtée de bouger une seconde, juste une, puis elle a continué. J'ai du lait de chèvre. Les Pearson ont laissé une chèvre ici le mois dernier que nous gardons. Je peux le réchauffer. On peut les nourrir avec un chiffon si nécessaire. Ils le prendront. Elle décrochait une casserole du crochet au-dessus du feu. Ils respirent bien. Rien d'anormal que vous puissiez voir. Ils semblent d'une bonne santé, a dit Margaret. Ils pleuraient assez fort quand je les ai trouvés. Bien. Fort, ça veut dire des poumons. Clara a versé du lait dans la casserole. Daniel, va chercher les petites couvertures dans le coffre en cèdre. Celle qui était... Elle s'est arrêtée. Une brève pause, comme un pain sur une planche qui cède. Celle dans le coffre en cèdre, sur l'étagère du haut. Daniel est parti sans un mot. Margaret l'a regardé partir, puis a regardé Clara, qui remuait le lait, le dos tourné à la pièce. C'était pour son fils, a dit Margaret. Ce n'était pas une question. Clara a continué à remuer. Il n'a pas ouvert ce coffre depuis 3 ans. Elle a fait une pause. Il l'ouvrira ce soir. Daniel est revenu avec les couvertures, qui étaient petites, douces et pliées avec la précision soignée de quelqu'un qui les avait rangées avec intention, puis n'avait pas pu se résoudre à en faire autre chose. Il les a posées sur la table sans commentaire, et son visage affichait quelque chose de prudent et de compliqué qu'il ne parvenait pas tout à fait à contenir. Clara a pris les couvertures. Elle a enveloppé chaque bébé avec la compétence particulière de quelqu'un qui avait appris en observant les autres et en prêtant une attention particulière. Puis elle les a nourris avec un chiffon trempé dans du lait de chèvre chaud, un par un, ce qui était lent, imparfait et exactement suffisant. Margaret s'est assise à table et a regardé, sentant l'épuisement spécifique d'un corps qui fonctionnait à l'adrénaline depuis 2 heures, commencer à réclamer son dû. « Vous allez les garder, a dit Daniel. Il regardait Margaret. Ce soir, a-t-elle dit, et après ce soir, elle a regardé les 2 bébés dans les bras de Clara. Le plus petit avait les yeux fermés, enfin complètement endormi pour la première fois depuis que Margaret l'avait trouvé, avec l'abandon absolu d'une créature qui a décidé que le danger est passé pour l'instant. Le second était toujours éveillé, observant toujours la pièce avec ce regard sombre et flou qui commençait déjà à ressembler à une personnalité pour Margaret. « Je ne sais pas, » a dit Margaret. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis minuit. Elle ne savait pas. Elle était une veuve de 34 ans qui dirigeait seule un relais de poste avec 12 chevaux et une dette bancaire qu'elle avait 3 mois d'avance sur le remboursement. Et aucune famille à moins de 400 miles. Elle n'était pas en position de garder 2 nouveau-nés. Elle le savait. Elle savait aussi qu'elle s'était assise dans un fauteuil froid pendant 1 heure, tenant 2 étrangers hurlant contre sa poitrine, et avait dit à voix haute, « Pas encore », et elle l'avait pensé avec une certitude qu'elle n'avait pas interrogée et n'était pas prête à interroger. « Harlan va le découvrir », a dit Daniel. Il n'essayait pas de lui faire peur. Il énonçait un fait. Le shérif Cutter va découvrir qu'il y a 2 enfants trouvés dans le comté et il va appliquer la loi qui les envoie à Wichita. Je le sais. Vous avez peut-être 2-3 jours avant que la nouvelle ne se répande. Je le sais aussi.
Il l'a regardée à travers la table, dans la cuisine chaude de sa maison à 2 heures du matin, et ses yeux sombres faisaient la même chose qu'à sa porte. Ahas, geschoignenton, c'est-à-dire la voir clairement et sans aucun agenda particulier sur ce qu'il voyait. De quoi avez-vous besoin? A-t-il dit. Margaret l'a regardé. C'était une question si simple qu'elle l'a complètement arrêtée un instant, car personne ne lui avait posé cette question depuis 3 ans. Pas depuis Robert, pas une seule fois pendant tout le temps où elle s'était débrouillée seule, et elle s'était tellement habituée à ce que la réponse soit « tout ce que je peux arranger » qu'elle avait presque oublié qu'il existait une autre version. « Du temps », a-t-elle dit. « J'ai besoin de temps pour déterminer ce qui est possible. » Il a hoché la tête, le même petit hochement de tête unique qu'à sa porte, celui qui absorbait l'information sans en faire cas. « Alors restez ce soir », a-t-il dit. « Vous deux, Clara gardera les bébés. Vous dormirez. Demain matin, nous verrons ce qui est possible. »« Je ne vous connais pas », a dit Margaret. « Non », a-t-il convenu. « Vous me connaissez depuis environ 1 heure et demie. Ce n'est pas rien. » Elle a failli dire quelque chose. Elle s'est retenue. Elle a regardé Clara, qui tenait toujours les 2 bébés avec la compétence prudente d'une femme qui avait appris de quoi ses mains étaient capables et leur faisait confiance. « Une minute », a dit Margaret. « Une nuit. » Daniel a accepté. Il s'est levé. « Je vais m'occuper de votre cheval. » Il est sorti et la porte s'est refermée doucement derrière lui, et Margaret s'est assise à la table de cuisine de la maison d'un étranger, au milieu d'une nuit du Kansas, avec 2 bébés trouvés et une femme qu'elle connaissait depuis 40 minutes, et elle a ressenti le vertige particulier d'une vie qui vient de changer dans une direction que vous n'avez pas choisie et dont vous ne pouvez pas encore voir la fin. Clara a levé les yeux des bébés et a croisé le regard de Margaret. « Il n'a pas ouvert ce coffre en cèdre depuis 3 ans, a-t-elle répété, plus doucement cette fois. « Vous devriez le savoir. »« Pourquoi me dites-vous ça? » Clara a baissé les yeux sur les 2 petits visages dans ses bras. « Parce que quelqu'un a laissé ses bébés dans un chariot ce soir, a-t-elle dit, et mon frère est arrivé de l'obscurité et vous a amené ici. » Elle a fait une pause, et c'est la première chose qu'il fait en 3 ans qui ne consiste pas à survivre jusqu'au lendemain. Margaret a réfléchi à cela. Dehors, elle ne pouvait entendre Daniel s'affairer autour de la grange, les bruits calmes d'un homme s'occupant d'un cheval, avec la même attention qu'il appliquait à tout le reste. Et elle a pensé à 2 bébés enveloppés dans une couverture de cavalerie et laissés dans le noir, et à l'expression sur le visage d'un homme quand il a dit « j'en avais un », et à ce que Clara Holt venait de placer entre eux aussi soigneusement qu'elle avait placé ses couvertures pliées sur la table. Elle ne savait pas ce qui allait suivre. Elle ne savait pas ce qui allait suivre depuis minuit, et minuit semblait très loin. Mais elle était là, et les bébés étaient au chaud, et pour ce soir, c'était ce qui était possible. Elle a enroulé ses 2 mains autour de la tasse de café que Clara avait posée devant elle sans demander, et l'a bu nature. Et dehors, l'obscurité du Kansas commençait à peine à passer du noir au bleu profond qui arrive avant tout le reste. Et Margaret Calloway s'est assise dans la chaleur de la cuisine d'un étranger et a attendu de découvrir ce que le matin allait lui demander. Le matin est arrivé comme il le faisait toujours dans la plaine du Kansas, sans demander la permission et sans rien adoucir. Margaret s'est réveillée dans un fauteuil qu'elle ne reconnaissait pas, dans une pièce qui sentait la fumée de bois et la lavande séchée, les 2 mains encore courbées autour d'une tasse de café qui avait refroidi pendant l'heure qu'elle avait perdue à un sommeil qu'elle n'avait pas eu l'intention de prendre. Pendant un instant suspendu, elle ne savait pas où elle était. Puis elle l'a entendu, le petit son insistant d'un bébé réclamant son dû, et elle était sur ses pieds avant d'être pleinement consciente de se lever. Clara était déjà dans la cuisine. Elle avait les 2 bébés sur la table devant elle, l'un bien emmailloté et calme, l'autre se dirigeant vers une plainte, et elle réchauffait du lait sur le feu avec l'efficacité concentrée de quelqu'un qui était réveillé depuis un moment et avait pris des décisions sur la façon dont la matinée allait se dérouler. « Asseyez-vous », a dit Clara sans se retourner. « Vous n'avez pas assez dormi pour être utile pour l'instant. »« J'ai dormi. »« Vous avez dormi 2 heures dans un fauteuil. C'est du repos, pas du sommeil. » Elle a versé du lait chaud dans le chiffon, s'est retournée et l'a tendu à Margaret quand même, car le bébé qui se plaignait atteignait déjà le stade au-delà de la plainte, et 2 mains valaient mieux qu'1. « Nourrissez celui-là. Je m'occupe de celui-ci. » Margaret s'est assise. Elle a pris le chiffon et le bébé,
et a fait ce que Clara lui avait montré la nuit précédente. Et le bébé s'est accroché au chiffon avec l'effort furieux et concentré de quelque chose qui a appris que la persistance est le seul outil à sa disposition, et Margaret a ressenti la même chose qu'à minuit. Ce transfert de quelque chose du petit corps du bébé vers le centre de sa poitrine, pour lequel elle n'avait pas de mots précis et n'était pas sûre d'en vouloir un. Daniel, a-t-elle dit, debout avant l'aube, il est sorti avec les chevaux. Clara a calé le bébé plus calme contre son épaule. Il fait ça quand il ne sait pas quoi faire d'autre de lui-même. Margaret a regardé la porte. Il fait ça souvent, tous les jours depuis 3 ans. Clara l'a dit sans émotion particulière, comme un fait sur la météo ou le terrain. Il se lève avant qu'il ne fasse jour. Il sort et il travaille jusqu'à ce qu'il fasse trop noir pour voir. Puis il rentre, il mange quelque chose, il dort et il recommence. Elle a fait une pause. C'est à ça que ressemble la survie pour certaines personnes. Juste la prochaine chose, juste celle d'après. Le bébé dans les bras de Margaret a émis un son de satisfaction si complet et si purement physique qu'il a brisé le poids de ce que Clara venait de dire d'une manière que rien de plus délibéré n'aurait pu réussir. « Elle a un bon appétit », a dit Margaret. Clara a jeté un coup d'œil. « Vous l'appelez « elle » depuis ce matin. »« Vraiment? »« Oui, et l'autre « il ». Clara a baissé les yeux sur le bébé sur son épaule. « Vous avez peut-être raison. Difficile à dire avec certitude pour l'instant, mais vous avez peut-être raison. » Margaret a regardé le bébé qu'elle tenait. Le visage était toujours le visage écrasé, furieux et parfait d'un nouveau-né, encore trop nouveau pour montrer quoi que ce soit qui deviendrait plus tard un trait, mais les yeux sombres, quand ils s'ouvraient, étaient pointés directement sur elle avec une concentration qui semblait, pour quelque chose de 2 jours, remarquablement délibérée. « Comment allons-nous t'appeler » a dit Margaret. Elle l'a dit à voix basse, pas tout à fait pour elle-même et pas tout à fait pour le bébé. La porte s'est ouverte et Daniel est entré, apportant avec lui l'odeur des chevaux et de l'air froid du matin. Il s'est arrêté juste à l'intérieur et a regardé la scène à la table de la cuisine, et quelque chose a traversé son visage dans l'instant avant qu'il ne le contrôle. Quelque chose qui n'avait pas eu le temps de se préparer à ce qu'il voyait. Et puis c'était parti, remplacé par l'immobilité prudente qu'il gardait comme une seconde peau. « Ils mangent », a-t-il dit. « Ils sont en train de manger », lui a dit Clara. Il est allé à la cuisinière, s'est versé du café et est resté debout, le dos contre le comptoir, en le buvant, ne regardant pas directement les bébés, mais ne parvenant pas tout à fait à détourner le regard non plus. Ses yeux revenaient sans cesse de la manière dont les yeux le font lorsqu'ils essayent de régler quelque chose en interne qui n'est pas encore réglé. « Je dois retourner au relais », a dit Margaret. « J'ai des chevaux qui ont besoin de soins et un livreur qui doit passer cet après-midi. »« Je sais », a dit Daniel. « Je vous ramènerai. »« Ce n'est pas la peine. Le buckboard est à moi, je dois le ramener de toute façon. » Il l'a dit simplement, sans en faire une faveur. « Ce n'est pas de la charité, Madame Calloway. C'est juste le buckboard. » Elle l'a regardé par-dessus la tête du bébé. Il regardait sa tasse de café. « Les bébés ne peuvent pas repartir avec moi, a-t-elle dit. Pas aujourd'hui, pas tant que je ne saurai pas ce que je fais. Ils peuvent rester ici, a dit Clara immédiatement. Puis elle a regardé son frère. Ils peuvent rester ici. Daniel a levé les yeux de sa tasse de café. Il a regardé sa sœur. Il a regardé les 2 bébés. Il a regardé la table d'où venaient ses couvertures pliées du coffre en cèdre, les couvertures qui étaient maintenant enroulées autour de 2 étrangers vivants, respirant et mangeant, qui étaient arrivés dans sa cuisine au milieu de la nuit, sans invitation et sans explication. « Ils peuvent rester », a-t-il dit. Il l'a dit comme il disait la plupart des choses, platement et sans mise en scène. Mais Margaret a entendu quelque chose en dessous que Clara l'avait préparé à entendre et qu'elle n'aurait pas saisi autrement. Le poids d'un homme disant oui à quelque chose à quoi il avait dit non pendant 3 ans, ne sachant pas encore s'il faisait une erreur. Ils sont retournés au relais en buckboard alors que le matin se levait complètement, Margaret et Daniel sans les bébés, ce qui rendait le chariot étrange d'une manière qu'elle n'aurait pas pu prédire. Elle s'est assise, les mains sur les genoux, a regardé la route et a essayé d'organiser ses pensées en quelque chose qui ressemblait à un plan. « Le shérif Cotter », a-t-elle dit après un mile. « Il va l'apprendre. »« Par qui? Par quiconque a vu votre lumière allumée à minuit
ou vous a entendu bouger, par le livreur qui passera cet après-midi une fois qu'il remarquera que vous êtes distraite, par les Pearson qui vont se demander pourquoi Clara a demandé du lait de chèvre supplémentaire. Daniel a gardé les yeux sur la route. Les nouvelles vont vite en rase campagne, Madame Calloway. Vous le savez. Je le sais. Elle a regardé ses mains. Combien de temps avons-nous vraiment, honnêtement? Peut-être 2 jours avant que Cutter n'en entende une version. Après ça, ça dépend s'il agit vite ou lentement. Et Cutter est lent de nature, mais minutieux. Il a fait une pause. Et ça dépend si le juge Crane s'en mêle. Margaret s'est tournée pour le regarder. Aldous Crane? Quelque chose dans l'expression de Daniel s'est crispé. Vous le connaissez? Je le connais de nom. Il est passé au relais 2 fois l'année dernière à manger à ma table. Elle a pensé à l'homme, compact, bien habillé, avec le sourire particulier de quelqu'un qui a appris que sourire ne coûte rien et achète une bonne volonté qui peut être rachetée plus tard. Il siège au Conseil de l'aide sociale du comté. Il préside le Conseil de l'aide sociale du comté, a dit Daniel, depuis 6 ans, et le Conseil de l'aide sociale du comté contrôle le placement des enfants abandonnés sur ce territoire, ce qui signifie le contrat avec l'établissement de Wichita, ce qui signifie de l'argent, a dit Margaret. L'État paye 8 $ par tête et par mois pour chaque enfant placé dans un établissement certifié. Le beau-frère de Crane dirige l'établissement. Il l'a dit avec le mépris plat et épuisé de quelqu'un qui connaît un fait laid depuis longtemps et n'a pas trouvé le moyen de cesser de le savoir. C'est légal. Tout est parfaitement légal, et c'est pourquoi chaque enfant trouvé dans ce comté finit à Wichita en moins d'1 semaine, peu importe qui essaye de le garder. Margaret a réfléchi à cela. Le relais est apparu en vue devant eux, et elle pouvait déjà voir que le livreur était arrivé en avance. Son cheval était attaché au poteau, et son énergie impatiente particulière était visible même de loin dans la façon dont il faisait les 100 pas devant la porte. « Crane va venir les chercher », a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. « Une fois qu'il saura qu'il y en a 2, a dit Daniel. Oui, et Crane n'est pas un homme lent. Il a arrêté le buckboard, et elle est descendue avant qu'il ne se soit complètement arrêté car le livreur l'avait vu et se dirigeait déjà vers elle avec l'inclinaison irritée d'un homme dont l'emploi du temps était dérangé. Elle s'est occupée de lui avec la compétence vive qu'elle appliquait à tout, a pris la livraison, a signé les papiers, a répondu à 3 questions avec 2 mots chacune, et l'a regardé repartir en moins de 15 minutes. Quand elle s'est retournée, Daniel Holt était toujours là. Il n'était pas parti. Il se tenait au poteau avec son cheval, passant sa main sur l'encolure de l'animal, avec l'attention automatique et absente d'un homme qui touche les chevaux, comme d'autres hommes cherchent quelque chose à tenir et il regardait l'horizon. « Vous n'aviez pas à attendre, a-t-elle dit. « Je sais. Il ne s'est pas retourné. Je voulais vous demander quelque chose. » Elle a attendu. Il s'est alors retourné, et son visage avait l'air d'un homme qui avait réfléchi à quelque chose pendant 1 heure et était arrivé au point où la pensée devait devenir des mots, que les mots soient prêts ou non. « Pourquoi ne les avez-vous pas simplement laissés ?» a-t-il dit. « La nuit dernière, vous les avez entendus pleurer. Vous auriez pu allumer une lampe, regarder à l'intérieur, voir ce que c'était, et retourner à l'intérieur en vous disant que c'était le problème de quelqu'un d'autre. » Il a fait une pause. La plupart des gens l'auraient fait. Margaret l'a regardé. Elle a réfléchi honnêtement à la question, de la manière dont elle réfléchissait aux questions difficiles, c'est-à-dire sans se précipiter vers une réponse confortable. « Je les ai entendus, a-t-elle dit finalement, et j'ai su ce qu'ils étaient avant d'arriver au chariot. Et une fois que j'ai su, je n'ai pas pu faire comme si je ne savais pas. » Elle a fait une pause. « Est-ce que ça a du sens? »« Oui. »« Oui, a-t-il dit, ça en a. » Il a détaché son cheval du poteau où il l'avait attaché la nuit précédente et monté avec l'aisance habituelle d'un homme qui l'avait fait 10 000 fois et l'a regardé d'en haut de sa selle. « Clara s'en sortira bien avec eux aujourd'hui, a-t-il dit. Elle est meilleure avec. » Il s'est arrêté, a recommencé. « Elle sait quoi faire. Je sais qu'elle sait. Je repasserai cet après-midi pour vérifier le cheval du buckboard. Vous pourrez me donner un message si vous avez besoin de quelque chose du ranch. » Margaret a hoché la tête. Elle l'a regardé tourner son cheval et prendre la route vers le nord, puis elle a dit « Monsieur Holt ». Il s'est arrêté sans se retourner. « Le coffre en cèdre », a-t-elle dit. « Merci de l'avoir ouvert. » La pause avant qu'il ne reparte a été juste assez longue pour lui dire qu'il l'avait entendu. Puis, il a fait avancer le cheval et a roulé vers le nord sans répondre,
et elle laisse rester dans la cour de son relais de poste et la regarder partir, et a compris que certaines choses étaient trop nouvelles et trop douloureuses pour qu'on y réponde encore, et que leur reconnaissance était parfois suffisante. Elle n'a pas eu le temps d'y penser davantage car 20 minutes plus tard, un chariot est arrivé de la direction de Harlan, et la femme qui le conduisait était quelqu'un que Margaret reconnaissait. Ida Pierce, qui tenait le magasin de produits secs à Harlan avec son mari, et qui avait un don étendu et authentique pour être la première personne dans n'importe quel comté à savoir tout ce qui valait la peine d'être su. Ida s'est arrêtée dans la cour de Margaret avec l'énergie particulière d'une femme arrivant avec des nouvelles qu'elle avait décidé de considérer comme une obligation sociale. J'ai entendu, a dit Ida, avant même d'avoir complètement arrêté le chariot. Earl Simmons a vu votre lumière allumée à minuit et a entendu des pleurs qu'il a pris pour ceux d'un animal. J'ai fait le rapprochement. Elle a regardé Margaret avec des yeux vifs et intéressés, qui n'étaient pas méchants, mais qui n'étaient pas non plus particulièrement troublés par l'intrusion. Où sont-ils? Margaret l'a regardé. Elle a pensé à Daniel Holt disant que les nouvelles vont vite en rase campagne et a pensé qu'il avait, si quoi que ce soit, sous-estimé la chose. Au ranch Crestfall, a-t-elle dit, avec Clara Holt. Les sourcils d'Ida se sont levés d'une manière qui contenait plusieurs questions qu'elle a choisi de poser séquentiellement plutôt que toutes à la fois. Daniel Holt les a recueillies. Daniel Holt m'a conduite à son ranch au milieu de la nuit parce que c'était l'endroit le plus proche avec quelqu'un qui savait quoi faire pour un nouveau-né, a dit Margaret en gardant sa voix égale. C'est ce qui s'est passé. Clara s'occupe d'eux aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe après aujourd'hui? J'y travaille. Ida l'a regardé pendant un long moment avec la franchise évaluatrice d'une femme qui avait passé 30 ans derrière un comptoir à regarder les gens gérer et mal gérer leurs circonstances. Crane va le découvrir, a-t-elle dit. Je sais. Il va agir, Margaret. Tu sais qu'il convoite le pâturage S de Daniel Holt depuis 2 ans. N'importe quelle excuse pour mettre Daniel en difficulté dans ce comté. Je le sais aussi, a dit Margaret, plus sèchement qu'elle ne l'avait voulu. Elle s'est ressaisie. Je sais tout ça, Ida. J'essaie de réfléchir. Ida est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit plus doucement. Ils vont bien, les petits, ils vont bien. Ils mangent, ils sont au chaud. Ida a hoché la tête. Elle a regardé ses mains sur les rênes. La fille de ma sœur a accueilli un bébé il y a 2 ans près de Pratt. Elle a dû se battre avec le bureau de Crane pendant 4 mois pour régler les papiers comme elle le voulait. Elle a fait une pause, elle a gagné à la fin, mais ça lui a coûté. Comment a-t-elle gagné? Elle avait un mari, ce qui a aidé, et elle avait des documents. Et elle avait un avocat de Dodge City qui comprenait la loi sur le placement territorial. Ida a regardé Margaret directement. Tu as 2 jours, peut-être 3, avant que le bureau de Crane n'envoie quelqu'un. Après ça, c'est une affaire juridique, et ça avance à leur rythme, pas le tien. Après le départ d'Ida, Margaret est restée au milieu de son relais de poste et a pensé aux documents, aux avocats et aux 2 jours. Puis elle a fait ce qu'elle faisait toujours quand elle avait besoin de réfléchir. Elle s'est mise au travail. Elle a nourri et abreuvé les 12 chevaux, vérifié 3 jeux de fer, réparé une sangle de bride qui se fissurait depuis 1 semaine, nettoyé et rangé la sellerie. Elle a travaillé jusqu'à ce que la lumière de l'après-midi s'allonge et baisse, puis elle s'est assise sur le seuil du relais avec une tasse de café et a regardé la route vers le nord, en direction du ranch Crestfall, et a pensé à 2 petits visages contre sa poitrine dans le noir. Elle n'avait pas demandé à les trouver. Elle n'avait rien planifié de ce qui s'était passé au cours des 18 dernières heures. Elle avait entendu un son dans le noir et elle avait couru vers lui, ce qui était le genre de décision qui n'en est pas une, qui vient de quelque part en dessous de la partie résonante d'une personne et qui n'attend pas que la raison rattrape son retard. Elle a pensé à ce qu'elle avait dit à Daniel ce matin-là. Une fois que j'ai su, je n'ai pas pu faire comme si je ne savais pas. C'était toujours vrai. Ça allait continuer à être vrai, elle le comprenait, peu importe ce que le bureau du juge Aldous Crane enverrait, et peu importe ce que la loi sur le placement territorial disait, et peu importe qu'elle soit une veuve de 34 ans, avec une dette bancaire et aucune famille à moins de 400 miles. Le bruit d'un cheval sur la route l'a ramenée à la réalité. Elle a levé les yeux. Daniel Holt venait du sud et il n'était pas seul. Clara était à côté de lui sur la jument baie, et Clara portait quelque chose contre sa poitrine qui bougeait de la manière particulière et indubitable d'un bébé tenu au trot, et derrière eux, attaché à la selle de Daniel par une longe, se trouvait un petit âne gris,
sur le dos duquel était attaché un panier avec quelque chose dedans que Margaret, après un moment, a compris être le deuxième bébé, calé dans l'immobilité par ce qui semblait être la moitié des couvertures du ranch Crestfall. Elle s'est levée. Daniel s'est arrêté dans la cour, est descendu de cheval et l'a regardé avec ses yeux calmes et évaluateurs. L'homme de Crane a été vu quittant Harlan il y a 1 heure, a-t-il dit, se dirigeant dans cette direction. Margaret a senti le froid de la traversée. Ce n'était pas la météo. C'est plus rapide que vous ne l'aviez dit, plus rapide que ce à quoi je m'attendais. Il a tendu la main et a pris le panier du dos de l'âne avec une fermeté qui suggérait qu'il avait réfléchi à la manière de le faire avant de tenter. Quelqu'un a parlé plus tôt qu'il n'aurait dû. Il a regardé Margaret. Je ne sais pas ce que vous avez décidé, mais si l'homme de Crane les trouve dans mon ranch, c'est une situation juridique différente que s'ils ne sont pas sur ma propriété quand ils arrivent. Vous les avez déplacés ici pour vous protéger, a dit Margaret. Je les ai déplacés ici, a dit Diane, parce que c'est votre relais. Et c'est vous qui les avez trouvés. Et toute décision sur où ils iront ensuite vous appartient. Pas à moi. Il a tenu le panier fermement, et dedans, le plus petit bébé, la fille, était éveillée et regardait le ciel du Kansas avec le regard sombre et curieux qui devenait déjà pour Margaret la chose la plus spécifique qu'elle connaissait d'elle. Mais vous devez décider vite, Madame Calloway, car il est à 1 heure derrière nous au maximum, et une fois qu'il sera là, ce ne sera plus votre décision. Clara s'est approchée à cheval à côté d'eux et a tendu le garçon, et Margaret l'a pris sans réfléchir, de la même manière qu'elle l'avait pris la nuit précédente, et il s'est blotti contre elle avec le poids confiant et immédiat de quelque chose qui a décidé où il appartient. Margaret a regardé Daniel Holt à travers la cour dans la longue lumière de l'après-midi, et il l'a regardé en retour avec l'attention stable et patiente d'un homme qui avait appris que certaines choses de être choisies par la personne qui les choisissait et ne pouvaient être précipitées ou décidées par personne d'autre et qui était prêt à attendre. Elle a baissé les yeux sur le bébé dans ses bras, puis elle a regardé la route vers le sud où l'homme de Crane arrivait. « Nous avons besoin d'un plan », a-t-elle dit. « Oui », a convenu Daniel. En effet. Le plan s'est mis en place de la même manière que la plupart des choses nécessaires se mettent en place sous pression, imparfaitement, rapidement et avec la clarté particulière qui arrive lorsqu'il ne reste plus de temps pour le doute. Le révérend Wick, a dit Margaret. Daniel l'a regardé. Thomas Wick. Il est passé par ce relais 6 fois l'année dernière. Il me connaît, il connaît mon exploitation et il siège au conseil de l'aide sociale du comté. Elle a changé le bébé de bras. Est-ce que Crane le contrôle? Crane contrôle la plupart du conseil, a dit Daniel prudemment. Wick est l'exception. Il est l'exception depuis des années. C'est pourquoi Crane essaie de le faire partir depuis des années et pourquoi Wick est toujours là. Il a fait une pause. C'est un homme de principe. Parfois c'est utile et parfois ça fait juste qu'un homme de principe se retrouve en minorité. Pouvez-vous l'atteindre avant que l'homme de Crane n'arrive ici? Daniel a regardé la route vers le sud, calculant quelque chose. Si je pars maintenant et que je coupe à travers les terres des Pearson, je peux atteindre l'église en 40 minutes. L'homme de Crane est sur la route principale. Il mettra 1 heure, peut-être plus s'il s'arrête à l'entrée du relais pour demander son chemin. Il a regardé Margaret. Que voulez-vous que je dise à Wick? Dites-lui tout, a dit Margaret. Sans omission, dites-lui où les bébés ont été trouvés. Parlez-lui de l'homme de Crane. Dites-lui que je lui demande de venir ici et de voir la situation par lui-même avant que quiconque ne dépose quoi que ce soit au bureau du comté. Elle a croisé le regard de Daniel. Dites-lui que je lui demande de regarder ses 2 enfants et de décider ensuite ce que la loi devrait faire à leur sujet. Quelque chose a bougé dans l'expression de Daniel. Pas tout à fait de l'approbation. Quelque chose de plus silencieux que ça, plus comme de la reconnaissance. C'est la bonne demande, a-t-il dit. Je sais que ça l'est. Allez-y. Il est parti. Il était sur son cheval et en mouvement avant que Clara n'ait pleinement traité l'échange, et Margaret l'a regardé prendre le raccourci vers les terres des Pearson à une allure qui confirmait qu'il avait déjà calculé exactement combien de temps il avait et qu'il l'utilisait entièrement. Clara est venue se tenir à côté de Margaret. Elle a regardé la route où son frère était parti, puis les bébés. Il n'a pas bougé aussi vite depuis 3 ans, a-t-elle dit. C'était calme, pas tout à fait pour elle-même. J'ai remarqué, a dit Margaret.
Elles sont entrées. Les 40 minutes suivantes furent du genre qui s'étirent et se compressent en même temps, lentes dans l'attente et rapides dans l'action. Clara a de nouveau nourri les deux bébés, tandis que Margaret rangeait le relais, non par un désir particulier d'ordre, mais parce que ses mains avaient besoin d'être occupées et son esprit avait besoin de quelque chose à organiser pendant qu'il réfléchissait à ce qu'elle allait dire à un fonctionnaire du comté qui arriverait avec l'autorité légale de lui prendre deux enfants des bras. Elle n'avait aucune revendication formelle. Elle le comprenait. Elle n'avait rien déposé, n'avait pas parlé à un avocat, n'avait rien fait qui tiendrait devant un tribunal territorial comme preuve d'intention de garde. Ce qu'elle avait, c'était le fait de les avoir trouvés, le fait de les avoir tenus pendant 12 heures et le fait qu'ils étaient là, dans son relais, au chaud, nourris et vivants, ce qui était plus que ce qu'on pouvait dire de l'endroit où ils se trouvaient avant qu'elle ne traverse cette cour dans le noir. Elle a pensé à ce que Daniel avait dit. Une fois qu'il sera là, ce ne sera plus votre décision. Elle n'était pas prête à accepter cela. Elle n'était pas prête à accepter qu'une femme qui avait couru vers deux bébés en pleurs au milieu de la nuit ait moins de légitimité qu'un homme qui arrivait une heure plus tard avec un en-tête du comté et un arrangement financier avec son beau-frère. Elle était encore en train de travailler sur la forme exacte de cet argument lorsque le bruit d'un cheval s'est fait entendre sur la route du Sud. Clara l'a entendu aussi. Elle a regardé Margaret à travers la pièce et Margaret a posé ce qu'elle tenait, s'est redressée et est allée à la porte. L'homme qui est entré dans sa cour n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Elle s'était imaginé quelque chose qui correspondait au juge Crane, compact, bien habillé, souriant. Ce qui est arrivé à la place était un jeune homme, au plus milieu de la vingtaine, avec un insigne du comté épinglé à son manteau qui semblait plus neuf que lui, et des papiers pliés dans sa poche de poitrine qu'il a saisis avant d'être complètement descendu de cheval. « Madame Calloway, a-t-il dit. C'est exact. Je suis l'adjoint Ames de Harlan. J'ai été envoyé par le Conseil de l'aide sociale du comté au nom du juge Crane. Il avait maintenant les papiers en main, les dépliant avec l'obséquiosité prudente de quelqu'un à qui on a dit que les documents font autorité. Je crois comprendre que vous êtes entré en possession de deux nourrissons trouvés aux premières heures de ce matin. J'ai trouvé deux nouveau-nés dans un chariot abandonné sur ma propriété, a dit Margaret. Oui, le comté a juridiction sur le placement des enfants trouvés sur ce territoire, madame. Je suis ici pour prendre la garde des enfants et les transporter à l'établissement certifié de Wichita, conformément à l'ordonnance permanente du Conseil de l'aide sociale. Il l'a dit sans cruauté particulière. Il faisait son travail comme les jeunes hommes font leur travail, lorsqu'on leur a donné une autorité qu'ils n'ont pas encore assez vécue pour la remettre en question. « Entrez, a dit Margaret. Il a cligné des yeux. Il s'était préparé à une dispute, elle pouvait le voir, et l'invitation l'a déconcerté d'une manière qui lui a acheté exactement le petit avantage dont elle avait besoin. Elle l'a laissé entrer. Clara était à table avec les deux bébés, et l'adjoint s'est arrêté quand il les a vus, de la même manière que Daniel s'était arrêté la nuit précédente, avec ce moment de recalibrage que deux nouveau-nés produisent chez des gens qui n'étaient pas tout à fait prêts à la réalité de ce que sont réellement deux nouveau-nés. « Ils sont en bonne santé, a-t-il dit. « Ils sont en bonne santé, a confirmé Margaret. Ils ont été nourris et gardés au chaud. Ils sont en sécurité ici. » L'adjoint a regardé ses papiers, il a regardé les bébés. Quelque chose a bougé derrière ses yeux qui n'était ni politique ni procédure, mais quelque chose de plus honnête que l'un ou l'autre. Puis il a redressé les épaules et est revenu à la procédure, car la procédure était ce qu'il avait. « Madame, je comprends que c'est difficile, mais l'ordonnance du comté est claire. Les enfants trouvés sans parents identifiés doivent être placés en garde certifiée dans les 72 heures suivant leur découverte. L'établissement de Wichita est équipé pour... Je sais ce que l'établissement de Wichita est équipé pour faire, a dit Margaret. Asseyez-vous, adjoint Ames, s'il vous plaît. Il s'est assis. Pas parce qu'il le voulait, pensa Margaret, mais parce que la franchise de sa voix avait eu sur lui le même effet qu'elle avait sur ses chevaux lorsqu'elle utilisait ce registre particulier, l'effet de quelque chose qui a été décidé et qui est communiqué comme un fait. Elle s'est assise en face de lui. Ses enfants ont été laissés dans ce chariot par quelqu'un qui a fait un choix. Je ne suis pas ici pour discuter de ça, a-t-elle dit. Ce dont je suis ici pour discuter, c'est de ce qui leur arrive ensuite, et ce que je vous dis,
c'est que ce qui leur arrive ensuite ne devrait pas être décidé dans les 20 prochaines minutes par une ordonnance du comté signée par un homme qui profite du résultat. L'adjoint a levé les yeux brusquement. Madame, le juge Crane, le beau-frère du juge Crane dirige l'établissement de Wichita, a dit Margaret. Je ne suis pas la première personne à avoir dit ça à un fonctionnaire du comté, et vous le savez. Le silence qui a suivi était du genre qui a une forme. Le visage de l'adjoint a fait ce que font les visages, quand quelque chose confirme ce qu'une personne soupçonnait déjà mais ne s'était pas laissé penser pleinement. Cet arrangement que vous décrivez n'affecte pas la légalité de l'ordonnance de placement, a-t-il dit. Il l'a dit comme un homme récitant quelque chose qu'on lui avait dit et dont il n'était plus entièrement convaincu. Non, a convenu Margaret. Ça ne l'affecte pas, c'est pourquoi je ne vous demande pas de jeter votre ordonnance. Je vous demande d'attendre 30 minutes avant d'agir. Attendre quoi? Le bruit des chevaux dans la cour lui a répondu avant que Margaret ne le puisse. Elle a regardé le visage de l'adjoint lorsque le révérend Thomas Wick a franchi sa porte, et elle a vu le moment exact où le jeune homme a compris que la situation dans laquelle il était entré était plus compliquée que celle pour laquelle il avait été envoyé. Wick avait 63 ans et avait la présence physique d'un homme qui avait passé 40 ans devant des congrégations et qui pensait chaque mot. Il n'était pas bruyant. Il n'en avait jamais eu besoin. Daniel est entré derrière lui, s'est tenu près de la porte et n'a rien dit, ce qui était exactement ce qu'il fallait. Wick a regardé l'adjoint. « Emmett », a-t-il dit avec le ton particulier d'un homme qui a vu quelqu'un grandir et qui est actuellement déçu de la direction que cette croissance a prise. « Pose ces papiers sur la table, mon fils. »« Révérend, j'ai une ordonnance du comté. »« Je sais ce que tu as. Je fais partie du conseil qui l'a émise, ce qui signifie que j'ai le droit d'examiner les circonstances de son application. » Wick a tiré la chaise à côté de l'adjoint et s'est assis. Il a regardé Clara et les bébés avec la même attention lente et approfondie qu'il accordait à tout. Il est resté assis avec ce qu'il voyait pendant un long moment. Puis il a dit « Racontez-moi exactement ce qui s'est passé, Madame Calloway, depuis le début. » Elle lui a raconté. Tout, de la même manière que Daniel lui avait dit de raconter à Ruth Sears dans l'histoire de référence. Elle ne savait pas qu'elle vivait en direct, sans omission, sans éditorialisation. Le chariot, les pleurs, minuit, les deux bébés enveloppés dans une couverture de cavalerie, le lait de chèvre et les mains de Clara dans le coffre en cèdre, Daniel partant vers le sud pour la prévenir de l'homme de Crane, Ida Pierce, et ce qu'elle avait dit sur les 4 mois, et un avocat de Dodge City. Wick a écouté sans l'interrompre. Il regardait les bébés pendant qu'elle parlait, pas elle, ce qu'elle a compris n'être pas de l'inattention, mais le contraire. Il regardait les preuves tout en recueillant le témoignage. Quand elle a fini, il a dit « Emmett, qu'exige spécifiquement l'ordonnance de placement des enfants trouvée? Le langage exact? » L'adjoint a déplié ses papiers, a trouvé la clause et l'a lu à voix haute. Le langage tel qu'il le lisait spécifiait que les enfants trouvés devaient être placés en garde certifiée dans les 72 heures suivant la notification au comté. Notification au comté, pas de découverte. Quand le comté a-t-il été notifié, a dit Wick. L'adjoint a regardé ses papiers. Le juge Crane a reçu l'information ce matin à... Ce matin, a dit Wick. Pas la nuit dernière. Pas à minuit quand Mme Calloway les a trouvés. Ce matin. Il a regardé Margaret. Quand les avez-vous trouvés? Minuit et demi. Et vous avez notifié le comté ce matin. Je n'ai pas notifié le comté. Quelqu'un d'autre le fait. Wick a regardé l'adjoint. Le décompte de 72 heures commence à partir de la notification au comté, Emmett, pas de la découverte. Si le comté a été notifié ce matin, alors l'ordonnance de placement n'est pas applicable avant 72 heures à partir de ce matin. Il a fait une pause. C'est ce que dit la loi. C'est la loi que le juge Crane a signée. L'adjoint a regardé les papiers. Il les a regardés pendant un long moment. Margaret a observé son visage et l'a vu arriver lentement et avec un certain malaise à la compréhension que le révérend avait raison et que ce qui était correct était quelque chose qui ne pouvait être contesté, peu importe ce que voulait le juge Crane. « Révérend », l'adjointe a dit, et sa voix avait perdu son registre officiel et était devenue la voix d'un jeune homme véritablement incertain. « Le juge va suivre la loi qu'il administre », a dit Wick.
Et sa voix n'était pas forte, mais elle était finale. Et toi aussi, mon fils. Tu retournes à Harlan et tu dis à Aldous Crane que tu as examiné le calendrier de notification et que l'ordonnance n'est pas applicable avant 72 heures à partir de la notification de ce matin. C'est la loi. C'est ce que tu as trouvé. Il a regardé le jeune homme fixement. Peux-tu faire ça? Une longue pause. Le bébé dans les bras de Clara a émis un petit son, quelque chose entre un soupir et une question, et dans le silence de cette pièce, c'était en quelque sorte la chose la plus forte. Oui, monsieur, a dit l'adjoint. Il a rassemblé ses papiers, s'est levé et a regardé Margaret avec une expression qu'elle n'attendait pas de lui. Quelque chose qui n'était pas tout à fait une excuse et pas tout à fait un aveu, mais qui était dans le voisinage des deux. Madame, a-t-il dit. Il a mis son chapeau et est sorti. Le bruit de son cheval quittant la cour fut le son le plus soulageant que Margaret ait entendu depuis que les bébés s'étaient tus la nuit précédente. Où elle s'est assise. L'assise s'est produite avant qu'elle ne décide de le faire, ce qui lui a dit quelque chose sur tout ce qu'elle avait retenu au cours des 20 dernières minutes. Wick l'a regardé à travers la table. Vous avez 72 heures, a-t-il dit. Utilisez-les. Comment? Prenez un avocat de Dodge City qui comprend la loi sur le placement en famille d'accueil territorial. Obtenez des documents attestant de votre aptitude en tant que tutrice, de votre propriété, de vos finances, de votre réputation dans cette communauté. Obtenez des déclarations de quiconque peut témoigner de votre caractère et de vos capacités. Il a fait une pause. Et mariez-vous. Margaret l'a regardé. Le mot a atterri dans la pièce comme quelque chose tombé de haut. Je vous demande pardon. Je vous expose la loi telle qu'elle est, Madame Calloway, pas la loi telle qu'elle devrait être. La voix de Wick était égale et pas méchante. Une femme seule peut demander la tutelle d'accueil sur ce territoire. Elle peut se battre pour l'obtenir. Elle peut même la gagner occasionnellement. Mais cela prend des mois et nécessite un niveau de statut juridique et financier difficile à établir rapidement. Il l'a regardé. Un couple marié demandant la tutelle d'urgence d'enfants trouvés, avec une propriété, une réputation dans la communauté et un membre du conseil de l'aide sociale du comté prêt à déposer une déclaration de soutien, peut obtenir une ordonnance préliminaire en 48 heures. La pièce était très silencieuse. Margaret n'a pas regardé Daniel. Elle pouvait le sentir au bord de sa conscience, de la manière dont on sent quelque chose qu'on ne regarde délibérément pas, parce que le regarder le rend plus réel que ce à quoi on est prêt. Révérend Wick, a dit Daniel de près de la porte. Sa voix était stable. Vous suggérez quelque chose qui nécessite l'accord de deux personnes qui se connaissent depuis moins de 24 heures. Je décris le paysage juridique, a dit Wick. Ce que les gens font de cette description est leur affaire, pas la mienne. Il s'est levé. Il a regardé les bébés une dernière fois avec l'expression d'un homme qui a fait la paix avec la distance entre le monde tel qu'il est et le monde tel qu'il devrait être, hein, et qui a décidé de travailler dans cet écart plutôt que de le déplorer. Je déposerai une demande de révision du Conseil sur la notification de Crane cet après-midi. Ça vous achète du temps à la fin. Le reste est à vous de voir. Il a pris son chapeau. Madame Calloway. Daniel. Il est sorti. Le relais était silencieux après son départ. Clara regardait ses mains. Les bébés étaient calmes avec le contentement absolu et temporaire de créatures qui ont été nourries et tenues et n'ont aucune conscience encore que le monde en dehors des bras qui les tiennent est compliqué et parfois injuste. Margaret a finalement regardé Daniel Holt. Il la regardait en retour de l'autre côté de la pièce avec l'attention calme et prudente qu'elle avait appris à comprendre n'être pas du vide, mais son contraire. Le regard d'un homme qui réfléchissait à quelque chose avec tout le poids de lui-même et n'essayait pas de cacher l'effort. « Je ne vous le demande pas, a-t-elle dit. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, je ne vous le demande pas. Ce que Wick a décrit est une stratégie juridique, pas une demande. Je sais que ça l'est, a dit Daniel. Je n'ai aucun droit de demander une chose pareille à une personne que je connais depuis un jour. Non, a-t-il convenu, vous n'en avez pas. Et je ne le fais pas. Je vous ai entendu. Il s'est détaché du cadre de la porte. Il a traversé la pièce, s'est tenu à la table et a regardé les deux bébés dans les bras de Clara, et ce qui se passait sur son visage à ce moment-là était trop de choses à la fois pour que Margaret puisse en nommer une seule. Il est resté là longtemps. Clara n'a rien dit. Elle a tenu les bébés et a attendu avec la patience d'une femme qui aimait son frère et comprenait que certaines choses devaient avancer à leur propre rythme.
Ma femme s'appelait Eliza, a dit Daniel. Il l'a dit doucement, à la table, au bébé, à la pièce. Mon fils s'appelait William. Il avait les cheveux noirs comme moi, et il avait 4 mois, et il a ri une fois, juste une fois, 3 jours avant que la fièvre ne l'emporte. Et j'essaie depuis 3 ans de me souvenir de ce son, sans y parvenir tout à fait. Il s'est arrêté. Il a respiré. J'ai construit ce ranch pour une famille. Je m'y promène depuis 3 ans comme un homme vivant dans une maison qui appartient à quelqu'un qui ne reviendra pas. Margaret n'a rien dit. Ce n'était pas le moment de dire quoi que ce soit. Il a levé les yeux de la table. Il l'a regardé et ses yeux sombres étaient clairs et directs, porteurs de quelque chose qui n'était ni une performance, ni une stratégie, ni rien d'autre que ce que c'était. Je ne vous le demande pas non plus, a-t-il dit. Ça va dans les deux sens, mais je veux que vous sachiez que ce que Wick a décrit n'est pas quelque chose pour lequel j'ai besoin d'être convaincu. Il a fait une pause. Ce sont 2 enfants qui ont été laissés dans le noir dans un chariot et trouvés par quelqu'un qui a couru vers eux au lieu de s'enfuir. Sa mâchoire s'est légèrement crispée. Je sais ce que c'est que des choses qui méritent mieux que ce qu'elles ont eu, et je sais ce que c'est que des gens qui courent vers au lieu de s'enfuir. Il la regarda fixement. « De quoi avez-vous besoin? » Margaret s'assit à sa propre table, dans son propre relais, dans la faible lumière de l'après-midi, et regarda un homme qu'elle connaissait depuis un jour, qui avait ouvert un coffre en cèdre qu'il n'avait pas ouvert depuis 3 ans, et elle pensa à sa course à travers une cour sombre, vers un son dont elle connaissait déjà la forme. « J'ai besoin de réfléchir, a-t-elle dit, et j'ai besoin de 72 heures. »« Vous avez les deux, a dit Daniel. Quoi d'autre? » Elle a regardé les bébés. La fille était éveillée et regardait le plafond avec son regard sombre et délibéré. Le garçon dormait contre l'épaule de Clara, avec la confiance absolue de quelque chose qui a décidé pour l'instant que l'endroit où il a atterri est suffisant. « J'ai besoin de savoir, a dit Margaret lentement, que si nous faisons ce que Wick a décrit, c'est parce que c'est juste pour eux. Pas parce que ça résout un problème juridique, pas parce que c'est plus facile que de se battre seul. » Elle a regardé Daniel. « Si nous nous tenons devant ce juge de paix, ce doit être parce que nous croyons tous les deux que ces enfants méritent quelqu'un qui les choisit exprès, pas par accident, ni par la loi, ni parce que c'était la solution la plus rapide disponible. » Le silence qui a suivi était du genre où quelque chose se construit. Daniel Holt a regardé Margaret Calloway à travers la table, puis il a regardé les 2 bébés qui étaient arrivés dans leurs 2 vies sans invitation, ni avertissement, ni aucune considération pour ce à quoi l'un ou l'autre était ou n'était pas prêt. « Je le crois, a-t-il dit. Et vous? » Margaret a regardé la fille qui observait toujours le plafond, avec ce regard concentré et curieux qui était déjà, en moins de 24 heures, la chose la plus spécifique que Margaret connaissait d'elle. Elle a regardé le garçon dont le petit poing était serré contre le col de Clara, avec la certitude inconsciente de quelque chose qui a trouvé une prise et a l'intention de la garder. Elle a pensé à sa course à travers une cour sombre, au milieu de la nuit. Elle a pensé à son incapacité à faire comme si elle ne savait pas. « Oui, a-t-elle dit. Je le crois. » Daniel a hoché la tête une fois, le même petit hochement de tête unique qu'à sa porte, celui qui absorbait ce qui était vrai et n'en faisait rien de plus que ce que c'était. « Alors nous avons 72 heures, a-t-il dit, et nous ferions mieux de bien les utiliser. » Ils sont partis pour Dodge City le lendemain matin, avant que le soleil ne soit complètement levé, laissant Clara au ranch Crestfall avec les 2 bébés et des instructions strictes de Margaret sur les heures de repas, que Clara a reçues avec l'expression patiente d'une femme qui avait déjà trouvé les heures de repas elle-même et n'avait pas besoin d'instructions, mais comprenait pourquoi on les lui donnait. Daniel avait envoyé un télégramme la veille au soir à une avocate nommée Harriet Foss, recommandée par le révérend Wick avec les mots spécifiques « Elle connaît la loi sur le placement territorial mieux que les hommes qui l'ont écrite » et qui avait répondu en moins d'1 heure avec 2 mots « Venez demain ». Ils ont roulé principalement en silence, ce qui était devenu en l'espace de 36 heures une chose confortable entre eux plutôt que gênante. Margaret l'avait remarqué sans le commenter. Elle avait remarqué beaucoup de choses sur Daniel Holt en 36 heures qu'elle classait de la manière prudente et systématique dont elle classait les choses sur lesquelles elle n'était pas encore prête à agir, mais qu'elle ne voulait pas perdre de vue.
Elle avait remarqué qu'il vérifiait les bébés avant de vérifier ses chevaux le matin et qu'il le faisait discrètement, sans l'annoncer, se tenant dans l'embrasure de la porte de la pièce où Clara les avait installés et regardant à l'intérieur un long moment avant de sortir. Elle avait remarqué que lorsqu'il parlait à Clara, sa voix avait un registre particulier qu'elle n'avait avec personne d'autre, quelque chose entre l'instruction et l'excuse. La voix d'un homme qui savait qu'il avait été difficile à vivre pendant 3 ans et était conscient de la dette qui s'était accumulée. Elle avait remarqué qu'il n'avait pas une seule fois en 36 heures pris une seule décision qui l'impliquait sans le lui dire d'abord. Ce n'était pas de petites choses. Le bureau de Harriet Foss se trouvait dans une rue latérale de l'artère principale de Dodge City, dans un bâtiment assez modeste pour suggérer qu'elle ne dépensait pas d'argent pour les apparences et assez organisé pour suggérer qu'elle le dépensait pour tout ce qui comptait vraiment. Elle avait environ 50 ans, des cheveux parsemés d'argent tirés en arrière, avec l'efficacité d'une femme qui avait fait la paix avec chaque minute de sa journée étant comptée, et elle a regardé Margaret et Daniel à travers son bureau avec l'évaluation rapide et précise de quelqu'un qui avait appris à lire les clients dans les 30 premières secondes et à s'adapter en conséquence. « Vous n'êtes pas encore marié, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Non, a dit Margaret, mais vous l'envisagez. Nous en avons discuté comme d'une stratégie juridique, a dit Margaret prudemment. Harriet l'a regardé, puis elle a regardé Daniel, puis elle a regardé de nouveau Margaret avec une expression qui disait qu'elle avait déjà entendu cette formulation particulière et avait des opinions à ce sujet qu'elle gardait pour le moment pour elle. Très bien, a-t-elle dit. Laissez-moi vous dire à quoi vous êtes confrontés. Elle a ouvert le dossier qu'elle avait préparé à partir du télégramme de Wick. Le juge Aldous Crane préside le conseil de l'aide sociale du comté depuis 6 ans. Pendant ce temps, 43 enfants trouvés sur ce territoire ont été placés dans l'établissement de Wichita. 43. L'établissement reçoit 8 $ par enfant et par mois de l'État. Le beau-frère de Crane est le directeur d'exploitation depuis que l'établissement a été certifié. Elle les a regardés par-dessus le dossier. C'est un schéma. Les schémas peuvent être contestés. Comment, a dit Daniel, en établissant que les décisions de placement ont été prises pour des raisons financières plutôt que pour des raisons de bien-être, ce qui est une violation de la charte fondatrice du Conseil. Elle a posé le dossier. Wick essaye de faire valoir cet argument depuis 4 ans. Il n'a jamais eu de cas spécifique pour l'ancrer. Il a toujours argumenté le schéma dans l'abstrait, ce qui est juridiquement plus faible que d'argumenter le schéma à travers un cas spécifique. Elle a fait une pause. Ces 2 enfants sont un cas spécifique. Margaret a compris ce qu'elle disait avant qu'elle ne finisse de le dire. Vous voulez utiliser notre cas pour contester toute l'opération de Crane. Je veux utiliser votre cas pour établir un précédent juridique sur ce qui constitue une alternative de garde valide au placement par le comté, a dit Harriet. Ce qui vous aide, et si ça se passe comme je le crois, rendra beaucoup plus difficile pour Crane de faire ce qu'il fait à tous les autres enfants trouvés sur ce territoire depuis 6 ans. La pièce est restée silencieuse un moment. Daniel regardait l'avocate avec l'attention prudente qu'il accordait aux choses qu'il prenait au sérieux. « Que devons-nous faire » a-t-il dit. Harriet a posé ses 2 mains à plat sur le bureau. Premièrement, le mariage. Je vais être direct avec vous à ce sujet. Une femme seule demandant la tutelle d'accueil d'urgence de 2 nourrissons sur ce territoire a environ 30% de chances de succès dans des circonstances normales. Ce ne sont pas des circonstances normales car Crane va se battre, ce qui fait chuter ce chiffre considérablement. Elle a regardé Margaret. Un couple marié avec une propriété, une réputation dans la communauté et un membre du conseil déposant une déclaration de soutien a une position significativement meilleure. Je ne vous tromperai pas à ce sujet. Et si nous nous marions pour une stratégie juridique, a dit Margaret, et que le tribunal détermine que cela a été fait pour une stratégie juridique? Le tribunal détermine l'aptitude, pas la motivation du mariage, a dit Harriet. Ce qui importe au tribunal, c'est de savoir si vous pouvez fournir un foyer stable et suffisant pour ses enfants. Vos finances, votre propriété, votre caractère, votre réputation dans la communauté. Si ces choses sont en ordre, la motivation du mariage n'est pas l'affaire du tribunal. Elle a fait une pause. Cela peut cependant être votre affaire. C'est entre vous. C'est entre... Margaret a regardé Daniel,
Il la regardait avec l'attention stable et lucide qui lui avait fait comprendre qu'il avait déjà réfléchi à quelque chose et attendait de voir si elle était arrivée au même point. C'est entre nous, a dit Margaret. Nous en avons discuté. Bien, alors voici ce que nous faisons avec le temps que nous avons. Harriet a pris son stylo. Je dépose aujourd'hui une requête d'urgence pour une tutelle d'accueil préliminaire avec la déclaration de soutien de WIC. Cela place l'affaire devant un juge de circuit plutôt que de la laisser dans la juridiction administrative de Crane, ce qui est la première chose que nous devons accomplir. Une fois que c'est une affaire judiciaire, l'autorité de Crane sur le placement est limitée. Elle les a regardés tous les deux. Deuxièmement, j'ai besoin de déclarations de toute personne de votre communauté qui peut témoigner de votre caractère et de vos capacités. Pas le caractère dans l'abstrait, mais spécifique, ce qu'ils vous ont vu faire. Comment vous fonctionnez? Quel genre de personne vous êtes quand les choses sont difficiles? Ida Pierce, a dit Margaret immédiatement. Elle tient le magasin de produits secs à Harlan. Elle me connaît depuis 3 ans. Jerome Whitfield, a dit Daniel. Il est mon contremaître à Crest Fall depuis 8 ans. La déclaration du révérend Wick est déjà en cours de rédaction, a dit Harriet en écrivant. Quelqu'un d'autre? Margaret a pensé aux livreurs qui passaient par son relais, aux éleveurs dont elle avait ferré les chevaux et réparé les harnais pendant 3 ans de gestion seule, à la femme qui était passée en avril, qui avait travaillé à l'établissement de Wichita et qui s'était arrêtée au relais de Margaret, spécifiquement parce que quelqu'un dans la ville précédente avait dit que c'était un endroit où une personne pouvait s'arrêter et être traitée décemment. Il y en a d'autres, a-t-elle dit. Donnez-moi jusqu'à cet après-midi. Vous avez jusqu'à cet après-midi, a dit Harriet. La requête est déposée aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Mais plus la documentation de soutien est solide, plus vite nous pourrons obtenir une ordonnance préliminaire. Elle a posé son stylo. Il y a une dernière chose. Elle et les gars regardaient tous les deux. Crane va répondre à la requête. Il soutiendra que la tutelle d'urgence nécessite une relation antérieure démontrée avec les enfants, ce que vous ne pouvez pas établir en 36 heures. Il soutiendra que le bien-être des enfants trouvés est mieux servi par des établissements certifiés que par des placements privés faits à la hâte. Et il soutiendra. Elle a fait une pause et sa voix est devenue neutre, à la manière de quelqu'un qui délivre une information tranchante, que l'arrangement entre vous deux est opportuniste plutôt que sincère, et qu'un mariage de convenance juridique ne constitue pas un foyer stable. Il qualifiera notre mariage de frauduleux, a dit Daniel. Il soulèvera la question, a dit Harriet. C'est pourquoi la manière dont vous vous comporterez à partir de maintenant est importante. Pas nécessairement pour le tribunal, pour la communauté, pour les gens à qui on demandera de parler en votre nom, pour l'histoire qui sera racontée sur qui vous êtes et pourquoi vous faites cela. Elle a regardé Margaret fixement. Les gens dans les petits territoires croient ce qu'ils voient. Si ce qu'ils voient, ce sont 2 personnes agissant de bonne foi envers 2 enfants qui avaient besoin que quelqu'un agisse de bonne foi envers eux, c'est un argument plus puissant que tout ce que je peux déposer. Margaret a pensé à Ida Pierce arrivant dans sa cour quelques heures après la découverte des bébés, non pas avec un jugement, mais avec des informations. Elle a pensé à Clara Holt tenant les enfants de 2 étrangers pendant une nuit du Kansas avec la compétence et le soin de quelqu'un faisant la chose la plus naturelle du monde. Elle a pensé au révérend Wick assis en face d'un jeune adjoint et lui expliquant la loi avec la certitude patiente d'un homme qui avait décidé ce qui était juste et allait le défendre. Les gens ont déjà agi de bonne foi, a dit Margaret. Alors nous nous assurerons que le tribunal le sache, a dit Harriet. Elle s'est levée, ce qui indiquait que la réunion passait à sa phase suivante. J'aurais besoin que vous me donniez tous les deux des déclarations maintenant, pendant que vous êtes ici, tout ce dont vous vous souvenez, chaque détail, à partir du moment où vous les avez entendus pleurer. Ils ont passé 2 heures dans le bureau d'Harriet Foss à tout passer en revue, et l'avocate a écrit avec la vitesse concentrée de quelqu'un habitué à transformer des situations humaines compliquées en un langage qui tiendrait sous examen. Elle a posé des questions précises et parfois inconfortables, des questions sur les finances, les limites de propriété, les termes spécifiques de l'arrangement bancaire de Margaret et le statut de l'acte de propriété des terres de Crestfall, et tous deux ont répondu à tout directement et sans détour, ce que Margaret a remarqué qu'Harriet enregistrait dans son expression autant que dans ses notes. Quand ils ont eu fini,
Harriet a regardé les documents devant elle, puis les a regardés tous les deux. C'est une base solide, a-t-elle dit. Ce n'est pas une garantie. Crane a des amis sur le banc de circuit et le juge assigné à cette affaire aura une importance énorme, monsieur, mais l'argument juridique est solide et le cas humain est fort. Elle a fait une pause. Il y a une chose que je veux dire qui n'est pas un conseil juridique. Elle a regardé Daniel. Monsieur Holt, j'ai traité 3 cas de tutelle sur ce territoire au cours des 2 dernières années. Dans les 3, le facteur décisif n'était pas l'argument juridique. C'était de savoir si le juge croyait que les personnes en face de lui comprenaient ce qu'elles entreprenaient. Elle a soutenu son regard. Ce sont 2 nouveau-nés sans parents et sans histoire. Ils auront besoin de tout de la part de ceux qui les élèveront pendant très longtemps. Le tribunal va vous regarder et se demander si vous le savez, si vous y êtes préparé, non seulement dans l'urgence de ce moment, mais dans chaque moment ordinaire qui suivra. Elle a fait une pause. L'êtes-vous? Daniel l'a regardé, puis il a regardé ses mains, qui étaient sur le bureau devant lui, et Margaret l'a regardé les regarder de la même manière qu'il avait regardé les couvertures du coffre en cèdre, avec le poids spécifique d'un homme faisant le bilan de ce que ses mains avaient fait et n'avaient pas fait. Je sais ce que c'est que de perdre un enfant, a-t-il dit doucement. Je sais ce que ça fait à une personne. Je sais ce que ça coûte. Il a levé les yeux vers Harriet. Je ne vais pas vous dire que je n'ai pas peur de ça, genre. J'en ai peur. Ce que je vous dis, c'est que j'ai plus peur de ce que cela signifie de passer à côté de quelque chose qui avait besoin de moi et de continuer à marcher. Il a fait une pause. J'ai cessé de pouvoir faire ça la nuit où Madame Calloway a ouvert sa porte. Harriet l'a regardé pendant un long moment. Puis elle a écrit quelque chose brièvement au bas de la page devant elle et n'a rien dit de plus à ce sujet. Ils ont déposé la requête au palais de justice avant midi. La greffière, une femme mince avec l'efficacité sceptique de quelqu'un qui avait traité une grande partie de la folie humaine à titre officiel, a pris les documents sans commentaire, les a tamponnés et leur a dit que le juge de circuit examinerait la requête dans les 24 heures et que toutes les parties concernées seraient notifiées. Margaret se tenait sur les marches du palais de justice et ressentait la combinaison particulière de soulagement et d'effroi qui vient du fait d'avoir fait ce que l'on peut faire et de devoir maintenant attendre ce que l'on ne peut pas contrôler. Il va se battre avec acharnement, a-t-elle dit. Oui, a convenu Daniel. Il se tenait à côté d'elle sans tout à fait la toucher, assez près pour qu'elle puisse sentir sa stabilité, de la même manière que l'on sent un mur dans le noir sans avoir besoin de le voir pour savoir qu'il est là. Ce qu'Harriet a dit à propos du juge, a dit Margaret, sur l'importance de savoir qui est assigné. Je sais. Connaissez-vous des juges de circuit? Un seul, Michel, a dit Daniel. Le juge Calvert. J'ai témoigné dans une affaire de propriété dans son tribunal il y a 2 ans. Il a fait une pause. Ce n'est pas un homme qui est impressionné par ce que les gens ont. C'est un homme qui écoute ce que les gens disent et regarde s'ils le pensent. Est-ce que c'est bon pour nous? Daniel a regardé la route devant eux. Je pense que oui, a-t-il dit. Je pense que ça dépend si nous pouvons lui faire comprendre ce qui s'est passé dans cette cour de chariot à minuit et pourquoi ça signifie ce que je crois que ça signifie. Il l'a regardé. Pouvez-vous raconter cette histoire à un juge de la même manière que vous l'avez racontée à Wick? Je raconte cette histoire à tout le monde depuis minuit, a dit Margaret. Ça ne devient pas plus difficile, ça devient plus clair. Il a presque souri. C'était la même chose qu'elle avait vue à sa table de cuisine quand elle avait dit qu'elle avait besoin de temps et qu'il avait dit qu'elle avait les deux, ce bref mouvement au coin de sa bouche qui n'était pas tout à fait un sourire et n'était pas tout à fait pas un, et qu'elle avait catalogué sans le vouloir. Ils sont retournés vers Harlan dans l'après-midi et Margaret a pensé à la question d'Harriet et à la réponse de Daniel et à ce que cela signifiait de cesser de pouvoir passer à côté de quelque chose qui avait besoin de vous. Elle avait passé 3 ans à se débrouiller seule. Elle avait choisi cela après Robert. Elle avait choisi le travail, les chevaux et la discipline quotidienne d'une vie qu'elle pouvait entièrement justifier par elle-même, car l'alternative, qui était d'avoir besoin de quelque chose d'un monde qui avait déjà pris plus que sa part, lui avait semblé un risque qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle avait entendu 2 bébés pleurer dans le noir, et elle avait couru sans réfléchir, et cette course lui avait semblé être elle-même, la plus elle-même qu'elle ait été en 3 ans, et elle n'avait pas su ce que cela signifiait avant d'être déjà dans le chariot.
Elle le savait maintenant. Elle a regardé Daniel chevaucher à côté d'elle, les yeux sur la route, les mains faciles sur les rênes, tout son corps portant la posture particulière d'un homme qui avait appris à supporter la perte sans être brisé par elle. Et elle a pensé à ce que Clara avait dit. La première chose qu'il a faite en 3 ans qui ne consistait pas à survivre jusqu'au lendemain. Daniel, a-t-elle dit. Il l'a regardé. Quand nous rentrerons, a-t-elle dit, quand tout cela sera réglé d'une manière ou d'une autre, je veux que vous sachiez que quoi qu'il arrive avec le tribunal, que Crane fasse ou ne fasse rien, je ne regrette pas de les avoir trouvés. Elle a fait une pause. Et je ne regrette pas que vous soyez celui qui s'est arrêté. Il l'a regardé un moment. La route défilait sous les chevaux. Le ciel du Kansas, au-dessus d'eux, passait du bleu au premier bord pâle d'or, qui signifiait que l'après-midi songeait à devenir le soir. Moi non plus, a-t-il dit. Ils ont atteint Harlan alors que la lumière s'allongeait, et ils se sont arrêtés au magasin de produits secs d'Ida Pierce parce que Harriet avait besoin de la déclaration d'Ida pour le matin et parce que Margaret voulait voir le visage de quelqu'un qui avait été là depuis le début et n'avait fui aucune partie de l'histoire. Ida n'a eu qu'à les regarder entrer pour dire « La requête est déposée. » « Déposée cet après-midi, a dit Margaret. Nous avons besoin d'une déclaration de votre part. Pour Harriet Foss à Dodge City, ce que vous savez de moi, de mon exploitation, de mon caractère, tout ce que vous pouvez dire de spécifique à un tribunal sur le genre de personne que je suis. » Ida l'a regardé, puis elle a regardé Daniel, puis elle a regardé l'espace entre eux, qui n'était pas très grand, et son expression a fait ce qu'elle faisait quand elle additionnait quelque chose. « Je l'aurai prête ce soir, a-t-elle dit. Je l'enverrai avec la livraison du matin. » Elle a contourné le comptoir, s'est tenue devant Margaret et l'a regardée avec l'affection directe et non sentimentale d'une femme qui connaissait une autre femme depuis assez longtemps pour sauter des parties qui n'avaient pas d'importance. « Tu as une mine affreuse, Margaret. Je n'ai pas dormi depuis 2 jours. » « Non, et tu ne vas pas dormir cette nuit non plus, je suppose, parce que tu vas rester dans ce relais et penser à tout ce qui peut mal tourner. » Ida a posé brièvement et fermement ses 2 mains sur les épaules de Margaret. « Alors je vais te dire ce que je vais écrire dans cette déclaration pour que tu puisses y penser à la place. » Margaret a attendu. « Je vais écrire que Margaret Calloway dirige ce relais seule depuis 3 ans et n'a jamais manqué à ses obligations envers quiconque y est passé. Je vais écrire que je ne l'ai jamais vu refuser de l'aide à une personne dans le besoin, qu'il y ait ou non un profit à aider, et je vais écrire... » La voix d'Ida a légèrement changé, est devenue plus calme. « Que j'ai vu beaucoup de gens dans ce comté prendre des décisions prudentes sur quand s'impliquer et quand continuer son chemin. Et que Margaret Calloway n'est pas une de ces personnes. Elle n'a jamais été une de ces personnes. » Margaret a senti quelque chose bouger dans sa gorge qu'elle n'a pas entièrement réussi à maîtriser. « Merci, a-t-elle dit. « Rentrez chez vous, a dit Ida. Vous deux, retournez auprès de ces bébés. Il n'y a rien de plus que vous puissiez faire ce soir. Sauf être là quand ils auront besoin de vous, et ils vont avoir besoin de vous. » Elle est retournée derrière le comptoir. « En fait, c'est surtout ça que ça va être, tu sais. Pas le tribunal, pas Crane, pas les arguments juridiques de Harriet Foss, juste être là quand ils auront besoin de vous, pendant très longtemps. » Margaret l'a regardé. « Je sais. » « Bien. » Ida a pris son stylo. « Alors allez-y. » Ils sont partis. Ils ont traversé la soirée en direction du ranch Crestfall parce que c'est là que se trouvait un nid de bébé. Et c'est là qu'ils devaient être. Et la route était maintenant familière de la manière dont les routes deviennent familières quand on les a parcourues avec intention. Et l'obscurité est montée autour d'eux de la manière graduelle et honnête d'une nuit du Kansas qui n'a rien à se reprocher. Quand les lumières de Crestfall sont apparues devant eux, Margaret l'a entendu avant même d'atteindre la cour. Le petit cri insistant d'un bébé qui avait synchronisé sa faim avec la précision que seuls les nouveau-nés atteignent, et elle était descendue de sa selle avant que Daniel ne se soit complètement arrêté, se dirigeant vers la porte avec l'urgence automatique qui avait commencé à minuit il y a 2 jours et ne s'était pas arrêtée depuis. Clara y a ouvert la porte avant qu'elle ne l'atteigne. Elle tenait les 2 bébés dans un arrangement qui impliquait ses bras et un morceau de tissu qu'elle avait clairement improvisé, et son expression quand elle a vu Margaret était l'expression spécifique d'une femme qui s'était débrouillée seule et était soulagée de voir des renforts. « Elle y est depuis 20 minutes, a dit Clara en parlant de la fille.
Lui, ça va. Elle a juste décidé qu'elle avait des opinions sur l'horaire. Margaret a pris la fille, l'a tenue contre sa poitrine et a dit « Je t'entends, je suis là ». De la même voix qu'elle avait utilisée à minuit, la voix qui venait de quelque part en dessous de la pensée, et les pleurs du bébé ont changé de la même manière qu'ils avaient changé la première fois, passant de désespérés à simplement insistants, puis se sont calmés progressivement pendant que Margaret bougeait. Daniel est entré derrière elle. Il est allé vers Clara et a pris le garçon de son arrangement improvisé sans qu'on le lui demande, car le garçon commençait à se forger sa propre opinion sur l'horaire, et il l'a tenu contre son épaule avec la stabilité prudente d'un homme réapprenant quelque chose qu'il avait brièvement connu et perdu. Ils se tenaient tous les quatre dans la cuisine chaude du ranch Crestfall, et les bébés se sont calmés, et Clara a regardé son frère tenant ce petit garçon aux cheveux noirs contre sa clavicule, et pincé les lèvres, et n'a rien dit parce qu'il n'y avait rien à dire. Dehors, la nuit du Kansas s'est installée autour de la maison comme elle le faisait toujours, vaste, indifférente et pleine d'étoiles. Et demain, la réponse de Crane à la requête arriverait, et le jour d'après, un juge prendrait une décision qu'aucun d'eux ne pouvait entièrement prédire, et les 72 heures étaient presque écoulées. Mais à cet instant, dans cette cuisine, les deux bébés étaient au chaud, tenus et nourris, et les personnes qui les tenaient avaient choisi d'être là, chacune d'entre elles, sans qu'on le leur demande, sans être payées et sans aucune garantie de ce qui allait suivre. C'était ça. C'était ce que ça avait toujours été, depuis le moment où Margaret Calloway avait traversé une cour sombre vers un son dont elle connaissait déjà la forme. On entend quelque chose qui a besoin de vous, on court vers lui, et puis on reste. Le juge de circuit assigné à l'affaire n'était pas Calver. Margaret l'a appris le matin où la réponse est arrivée, quand Harriet Foss est venue elle-même de Dodge City plutôt que d'envoyer un télégramme, ce qui a dit à Margaret, avant même que Harriet n'ouvre la bouche, que la nouvelle nécessitait une personne plutôt qu'un fil. Le juge Harmon Beale, a dit Harriet, assise à la table de cuisine de Margaret, avec son manteau encore sur le dos. Il siège au banc de circuit depuis 11 ans. Il n'est pas un ami de Crane, mais il n'est pas non plus un ennemi. C'est un homme qui suit la loi avec la rigidité spécifique de quelqu'un qui croit que son travail est d'appliquer ce qui est écrit et non de décider ce qui devrait être écrit. Est-ce que c'est bon ou mauvais pour nous, a dit Daniel. Cela signifie que l'argument juridique doit être irréprochable, a dit Harriet. Beale ne sera pas ému par l'histoire humaine seule. Il sera ému par l'histoire humaine si elle s'inscrit dans un cadre juridique dans lequel il ne peut trouver aucune faille. Elle a ouvert le dossier qu'elle avait apporté. Crane a déposé sa réponse hier après-midi. Il conteste la requête d'urgence sur 3 points. Elle les a exposés clairement, comme elle faisait tout, sans adoucir ni dramatiser. Premièrement, que Margaret n'avait pas la situation financière pour subvenir à la tutelle de 2 personnes à charge au-delà du terme immédiat. Deuxièmement, que la requête représentait un arrangement opportuniste plutôt qu'une situation domestique authentique. Troisièmement, et de manière plus pointue, que le bien-être des enfants trouvés était mieux servi par des soins institutionnels certifiés que par un placement privé provisoire fait à la hâte par des parties sans relation antérieure avec les enfants et sans foyer établi. Il soutient que nous n'existons pas en tant que foyer, a dit Margaret. Il soutient que vous n'existez pas encore en tant que foyer, a dit Harriet, ce qui est techniquement exact. Daniel a regardé Margaret à travers la table. Elle l'a regardé en retour. Les bébés étaient dans la pièce voisine avec Clara, et leur petit bruit traversait le mur avec la régularité sur laquelle Margaret avait déjà, en 3 jours, commencé à organiser son horloge interne sans s'en rendre compte. Quand a lieu l'audience, a dit Daniel. Dans 4 jours, a dit Harriet, ce qui signifie que vous avez 4 jours. Elle les a regardés tous les deux avec la clarté directe et non sentimentale que Margaret avait appris à comprendre comme sa version de la gentillesse. Je veux vous demander quelque chose à tous les deux, et je veux une vraie réponse, pas la réponse que vous pensez que j'ai besoin pour déposer la requête. Elle a attendu. Posez-la, a dit Margaret. Faites-vous cela parce que vous croyez que vous êtes les bonnes personnes pour ces enfants, a dit Harriet. Ou faites-vous cela parce que vous ne supportez pas l'idée qu'Aldous Crane gagne? Le silence qui a suivi était du genre honnête. Margaret y a réfléchi comme Harriet le lui avait demandé, sans la réponse qu'elle devait donner, sans le cadre juridique qui l'entourait.
Elle a pensé aux yeux sombres de la fille observant le plafond de la cuisine de Crestfall, avec ce regard concentré et délibéré qui était déjà une personnalité. Elle a pensé aux poings du garçon serré contre la clavicule de Daniel, avec la certitude inconsciente de quelque chose qui avait trouvé une prise. Elle a pensé à sa course à travers la cour dans le noir et à ce que cette course lui avait semblé être elle-même. Les deux, a-t-elle dit. Je ne vous mentirai pas à ce sujet. Les deux choses sont vraies. Mais si vous me demandez laquelle je ressentirais encore si Crane n'avait jamais rien déposé et qu'il n'y avait pas d'audience ni de bataille juridique, si vous me demandez si je voudrais toujours ces deux enfants si les vouloirs ne coûtaient rien et ne risquaient rien, elle a fait une pause. Oui, je les voudrais. Je les aurais voulus dès le moment où j'ai retiré cette couverture. Harriet a regardé Daniel. Il y a 3 ans, a-t-il dit doucement, je serais passé devant ce chariot. Je me serais dit que c'était le problème de quelqu'un d'autre, et je l'aurais cru parce que je n'avais plus rien à donner pour le problème de quelqu'un d'autre. Il a regardé ses mains. Je ne sais pas exactement ce qui est différent maintenant. Je sais que lorsque je suis arrivé dans cette cour et que j'ai entendu Margaret venir à la porte, et que j'ai vu ce qu'elle tenait, quelque chose en moi qui avait été très immobile a bougé. Il a levé les yeux. Je ne vais pas me tenir devant le juge Bill et lui dire que je suis prête pour ça depuis 4 jours. Je vais me tenir devant lui et lui dire qu'être prête n'est pas toujours quelque chose qui arrive avant que la chose n'arrive. Parfois, ça arrive parce que la chose arrive. Harriet a écrit quelque chose. Elle a écrit plus longtemps que les mots ne semblaient l'exiger. Et quand elle s'est arrêtée, elle les a regardés tous les deux avec une expression qui était ce que Margaret avait vu de plus proche de quelque chose de non gardé. Très bien, a-t-elle dit. Voici ce que nous faisons. Ils se sont mariés 2 jours avant l'audience dans l'église du Reverend Wick à Harlan, un jeudi matin froid, clair et entièrement sans cérémonie, à l'exception de la cérémonie elle-même, qui s'est avérée suffisante. Ida Pierce était là. Jerome Whitfield, le contremaître de Daniel, se tenait au fond avec son chapeau à la main et l'expression d'un homme qui avait vu son employeur survivre à 3 années de très peu et était tranquillement soulagé de voir quelque chose de différent commencer. Clara se tenait à côté de Margaret et a tenu la fille pendant toute la durée, et le garçon était dans le creux du bras gauche de Daniel, parce qu'il avait commencé au cours des 2 derniers jours à accepter le bras gauche de Daniel comme un endroit raisonnable où être, et Daniel avait commencé à arranger son bras gauche, en conséquence sans s'en rendre compte. Wick a célébré la cérémonie avec la même attention calme qu'il accordait à tout, et quand il est arrivé à la partie qui demandait si ces deux personnes entraient dans cette alliance de leur propre gré et intention, il a fait une pause de la manière dont il faisait une pause quand il voulait que la question soit réellement entendue et pas seulement formellement répondue. Oui, a dit Margaret. Elle l'a dit en regardant Daniel et en pensant à chaque couche de ce mot, la couche juridique et l'autre couche en dessous, celle qui s'était construite depuis qu'un homme s'était assis dans l'embrasure de sa porte dans le noir et avait attendu qu'elle décide si elle pouvait lui faire confiance. Oui, a dit Daniel. Il la regardait. Il avait le garçon dans son bras et l'alliance dans son autre main, et ses yeux sombres faisaient plusieurs choses à la fois de la manière dont il le faisait quand il ne les contrôlait pas, et elle avait appris maintenant que quand il ne les contrôlait pas, cela signifiait que quelque chose était vrai. Wick a prononcé les mots qui ont rendu la chose officielle. Jérôme a toussé une fois brièvement au fond de l'église, ce qui était la version de Jerome d'être ému. Ils sont allés au palais de justice de Dodge City le matin de l'audience avec Harriet Foss, et Wick est venu, et Ida est venue, et Jerome est venu du ranch Ontario et a dit qu'il avait des choses à dire au tribunal si le tribunal voulait les entendre. Margaret s'est assise dans le bureau d'Harriet pendant 30 minutes avant et a tout revu une dernière fois, non pas parce qu'elle l'avait oublié, mais parce que Harriet croyait en la discipline de le dire à voix haute jusqu'à ce que le dire devienne aussi naturel que de respirer. Quand Bill vous demandera pourquoi vous croyez être la tutrice appropriée pour ses enfants, a dit Harriet, ne lui donnez pas une liste, donnez-lui une vérité. Je sais, a dit Margaret. Et quand l'avocat de Crane essaiera d'établir que le mariage est de convenance, je sais ça aussi. Harriet l'a regardé. Vous n'êtes pas nerveuse. Je suis terrifiée, a dit Margaret. Ce sont des choses différentes. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi Margaret s'attendait, et la galerie était plus pleine qu'elle ne l'avait prévu.
La nouvelle s'était répandue comme Wick avait dit un jour que la nouvelle se répand dans les petits territoires, non seulement à travers Harlan, mais à travers les ranchs et les fermes environnantes. Et les gens qui étaient venus n'étaient pas là pour le spectacle. Ils étaient là comme les communautés se présentent parfois pour les leurs, non pas pour témoigner ou interférer, mais simplement pour être présents, pour rendre visible le poids de ce qui était en train d'être décidé. Ida était là. 3 éleveurs dont les chevaux étaient passés par le relais de Margaret étaient là. La femme qui avait travaillé à l'établissement de Wichita et s'était arrêtée pour se reposer au relais de Margaret en avril était là, ce que Margaret n'avait pas su jusqu'à ce qu'elle la voie dans la galerie, et ce qui signifiait que quelqu'un l'avait trouvée et lui avait dit, et qu'elle avait fait 2 jours de route pour s'asseoir dans une salle d'audience pour une femme qu'elle avait connue pendant un après-midi. Margaret l'a regardée à travers la pièce, et la femme a hoché la tête une fois, le petit hochement de tête de quelqu'un qui a décidé de son camp et n'a besoin de rien en retour pour y être. Bill est entré sans cérémonie, s'est installé et a regardé la pièce par-dessus ses lunettes, avec l'expression d'un homme qui avait vu toutes sortes de différents et avait cessé d'être surpris par les formes qu'il prenait. Il a examiné les dossiers. Il a examiné la requête d'Harriet et la réponse de Crane, la déclaration du conseil de Wick et chaque document de soutien qui avait été assemblé en 4 jours d'efforts soutenus et déterminés. Puis il a appelé les parties. L'avocat de Crane était un homme nommé Aldred de Topeka, et il était très bon. Margaret s'est assise à la table d'Harriet et l'a écouté construire le dossier avec l'efficacité habile de quelqu'un qui avait déjà fait des arguments similaires et savait sur quelle pierre s'appuyer. Le mariage était récent. Le foyer n'était pas établi. La capacité financière d'une veuve de relais et d'un éleveur encore endetté n'était pas équivalente aux ressources d'un établissement d'État certifié. Les circonstances émotionnelles de la découverte ne constituaient pas une base légale pour la tutelle. Ce dont les enfants avaient besoin, ce n'était pas de sentiments, mais de stabilité. C'était un argument propre. Margaret lui a accordé cela. Puis Harriet a parlé. Elle a exposé 15 ans de dossiers de placement de Crane, les 43 enfants et les 8 $ par tête et par mois, le beau-frère et le schéma que Wick essayait de nommer depuis 4 ans et n'avait jamais eu de cas spécifique pour l'ancrer. Elle a présenté les propres dossiers de l'établissement de Wichita, qu'elle avait obtenu grâce à une demande de divulgation territoriale déposée discrètement 2 semaines avant que Margaret n'ait jamais entendu parler de ces dossiers, qui montraient une surpopulation et un sous-financement. Et 3 membres du personnel pour 47 enfants de moins de 5 ans. Aldred s'est opposé au dossier de l'établissement comme étant hors du champ de la requête. Beale l'a regardé par-dessus ses lunettes et a dit « Maître, le bien-être de ces enfants est précisément dans le champ de cette requête. » Et a admis les dossiers. Puis Beale a appelé Margaret. Elle s'est dirigée vers le banc des témoins de la même manière qu'elle s'était dirigée vers ce chariot dans le noir, sans trop réfléchir au pas, s'est assise, a regardé le juge et a attendu. « Madame Holt, » a dit Beale. Il a utilisé son nouveau nom sans commentaire, juste le fait. « Dites-moi dans vos propres mots pourquoi vous croyez que ces enfants devraient être sous votre garde. » Margaret l'a regardé. Elle a pensé à ce qu'Harriet avait dit. Pas une liste, une vérité. Parce que je les ai entendus, a-t-elle dit. Je les ai entendus pleurer dans le noir dans un chariot qui appartenait à quelqu'un qui était parti et j'ai couru vers eux au lieu de m'enfuir. Et chaque décision que j'ai prise depuis ce moment a été prise de la même manière. Pas en calculant ce qui était le plus facile, le plus sûr ou le plus légalement défendable. Elle a fait une pause, en demandant ce dont ses 2 enfants avaient besoin de la part de quiconque se tenait le plus près d'eux. Bill l'a regardé. « Et vous croyez que vous êtes équipé pour fournir ce dont ils ont besoin? »« Je crois que je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour m'équiper, » a dit Margaret. « J'ai un relais avec des terres, des chevaux et un revenu constant. J'ai un mari qui a construit un ranch avec 8 ans de salaire et le dirige avec le soin spécifique d'un homme qui comprend que ce que l'on construit reflète ce que l'on croit. J'ai une communauté. » Elle a jeté un bref regard à la galerie qui s'est présentée à cette salle d'audience aujourd'hui parce qu'ils savent qui je suis et ils voulaient que le tribunal le voie. Elle a regardé de nouveau Bill. Et j'ai ces 2 enfants qui ont été au chaud, nourris et tenus pendant 4 jours par des gens qui ont choisi d'être là. C'est ce qu'ils ont eu. Elle a fait une pause. Je vous demande de les laisser le garder. Bill est resté silencieux un moment. Il a regardé ses papiers. Il a regardé la galerie.
Il a regardé Daniel qui était assis à la table avec le garçon dans son bras parce que le garçon avait commencé à se plaindre à mi-chemin de l'argument d'Aldred et personne n'avait voulu le sortir, et Bill l'avait autorisé avec un bref regard qui communiquait qu'il avait remarqué et n'était pas sans réaction à ce qu'il voyait. Puis Bill a appelé Aldred. Maître, votre client souhaite-t-il aborder les dossiers de l'établissement présentés par l'avocate du requérant? Aldred s'est levé. Il a dit plusieurs choses avec la confiance efficace d'un homme défendant une position dont il n'était plus entièrement certain. Bill a écouté avec l'attention patiente de quelqu'un qui compte les lacunes d'un argument plutôt que les mots. Quand Aldred a fini, Bill a posé son stylo et a regardé les deux tables. Le tribunal a examiné cette affaire avec soin, a-t-il dit. La question devant ce tribunal n'est pas de savoir si les enfants trouvés sur ce territoire méritent la stabilité et des soins suffisants. Ils le méritent. La question est de savoir si les requérants peuvent les fournir et si le processus de placement du comté existant dans cette affaire sert le bien-être de ces enfants spécifiques ou sert principalement la commodité administrative du conseil du comté. Aldred a commencé à se lever. Bill a levé une main. Les dossiers de l'établissement présentés par l'avocate du requérant décrivent des conditions qui ne représentent pas le niveau de soins que ce tribunal considère comme acceptable pour des enfants de tout âge. Le tribunal prend note de ces dossiers et le renverra au bureau de surveillance territoriale séparément de cette affaire. Il a fait une pause. Quant à la requête qui nous est présentée aujourd'hui, les requérants ont démontré une capacité financière, une situation immobilière et un caractère communautaire suffisant pour atteindre le seuil de la tutelle d'accueil. Le mariage est récent, mais légal et attesté devant la juridiction de ce tribunal. La documentation de soutien d'un membre en exercice du Conseil de l'aide sociale du comté a un poids significatif. Il a regardé Harriet. Maître, vous noterez que le tribunal ne considère pas cette requête comme une question d'opportunisme. Il la considère comme une question de deux personnes qui ont pris une décision dans des circonstances difficiles et ont ensuite honoré cette décision à chaque point ultérieur. La pièce était très immobile. La requête pour la tutelle d'accueil d'urgence est accordée, a dit Bill. L'ordonnance préliminaire est en vigueur immédiatement. L'audience de tutelle complète sera programmée dans 90 jours, date à laquelle le tribunal s'attend à voir la documentation de la stabilité continue du foyer. Il a fermé le dossier. Cette affaire est conclue. Il s'est levé. La salle s'est levée. Margaret est restée assise un moment de plus, de la même manière qu'elle avait eu besoin de s'asseoir à la fin de la première partie de l'histoire, qu'elle ne savait pas qu'elle vivait, dans la cour du chariot à minuit, quand les pleurs s'étaient arrêtés et que le froid s'était installé, et qu'elle avait compris que quelque chose avait changé de manière irrévocable. Elle a regardé de l'autre côté de la pièce. Crane était à sa table, sa maillette de documents fermée, son avocat penché vers lui, et son visage avait l'expression d'un homme absorbant une perte qui avait des implications au-delà de ce cas spécifique. Il n'a pas regardé Margaret. Il a regardé Wick, qui était assis dans la galerie, avec l'expression posée d'un homme qui attendait depuis 4 ans un cas spécifique et l'avait maintenant. Wick l'a regardé en retour. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Daniel était à côté de Margaret avant qu'elle n'ait décidé de se lever. Il avait toujours le garçon dans son bras, et le garçon dormait maintenant avec l'inconscience confiante et absolue de quelque chose qui ne sait pas ce qui vient d'être décidé en son nom et ne l'aurait pas compris, même si c'était le cas. Daniel a posé sa main libre sur l'épaule de Margaret, juste brièvement, juste assez, et elle a posé sa main sur la sienne, et ils sont restés comme ça un moment dans la salle d'audience de Dodge City, Kansas, pendant que la pièce bougeait autour d'eux. Clara était là avec la fille, qui était bien éveillée et regardait l'agitation dans la galerie avec l'expression curieuse et concentrée qui était déjà, à 4 jours, la chose la plus spécifique que l'un d'eux connaissait d'elle. La fille a tourné ses yeux sombres vers Margaret quand Margaret s'est approchée, et son visage a fait ce qu'il faisait quand elle reconnaissait la chaleur et le son particulier de la personne qui l'avait trouvée, et elle a émis le petit son qui n'était pas tout à fait du contentement et pas tout à fait une demande, mais quelque chose entre les deux que Margaret avait commencé à comprendre comme une reconnaissance. « Je te connais », disait ce son. « C'est toi qui es venu. » Dehors, la lumière du Kansas était directe et claire, et la ville bougeait autour d'eux, avec son indifférence habituelle aux moments les plus importants des autres.
Ce que Margaret avait fini par trouver non pas méchant, mais honnête. Le monde ne s'arrête pas pour ce qui compte pour vous. Vous portez ce qui compte à travers le monde qui ne s'arrête pas, et c'est ainsi que vous apprenez son poids. Harriet lui a serré la main avec l'efficacité brève et ferme d'une femme qui considérait une cérémonie prolongée comme une perte de temps. 90 jours, a-t-elle dit. Gardez la documentation à jour et le foyer stable, et ce ne sera qu'une formalité. Elle a fait une pause et quelque chose a traversé son visage qui était ce qu'elle avait montré de plus proche de la chaleur. Vous vous êtes bien débrouillé là-dedans. Nous nous sommes bien débrouillés, a dit Margaret. Nous tous. Harriet a regardé le groupe, Daniel et Clara, Wick, Ida et Jérôme, debout dans l'après-midi d'octobre avec 2 bébés trouvés dans leurs bras, et elle a dit « Oui, vous tous », et s'est dirigée vers son cheval. Jérôme est venu vers Daniel, s'est tenu à côté de lui et a regardé le garçon endormi dans le bras de son employeur. Et son expression était l'expression posée et spécifique d'un homme qui avait vu quelqu'un survivre à quelque chose de long et de difficile et qui regardait cette personne revenir à elle-même. « On dirait que vous savez ce que vous faites », a dit Jérôme en parlant du bébé. « J'apprends », a dit Daniel. « Je suppose que c'est tout ce que nous faisons », a dit Jérôme. Il a mis son chapeau et s'est dirigé vers son chariot. Ida a serré Margaret dans ses bras, ce qu'Ida ne faisait pas fréquemment, et l'a fait brièvement, puis a dit « Passez au magasin en revenant en ville. J'ai mis des provisions de côté pour vous. » Ce qui était de la version d'Ida de tout ce qu'elle ne disait pas dans l'étreinte. Wick s'est tenu à l'écart des autres un moment, et quand Margaret est allée vers lui, il a pris sa main dans les siennes, l'a tenue et a dit « Votre père aurait été fier de vous. » Ce qui n'était pas quelque chose que Margaret s'attendait à ce qu'il dise et pourquoi elle n'était pas préparée. « Vous ne connaissiez pas mon père, a-t-elle dit. « Non, a dit Wick, mais je connais le genre de personnes qu'un bon père produit. Je les observe toute ma vie. » Il a relâché sa main. « Ses enfants vont connaître quelqu'un comme ça aussi, maintenant, grâce à vous. » Il a mis son chapeau et s'est dirigé vers le chariot de l'église. Margaret se tenait dans l'après-midi avec Daniel à ses côtés, et les 2 bébés entre eux, et elle a pensé à une couverture de cavalerie bougeant dans le noir, et à 2 visages qui ne savaient pas encore si le monde dans lequel ils étaient arrivés allait leur donner ce dont ils avaient besoin. Ils le feraient. Elle allait s'en assurer. Ils ont nommé les enfants ce soir-là, assis à la table de la cuisine du Ranch Crestfall, le nommage ressemblant à une cérémonie qui ne nécessitait aucun témoin autre que les personnes déjà présentes. La fille s'appelait Rose, non pas pour quelque chose de délicat, pensa Margaret, mais parce que les roses poussent là où elles sont plantées, sont plus résistantes qu'elles n'en ont l'air, et reviennent chaque année que vous vous y attendiez ou non. Le garçon s'appelait Samuel, qui était le nom du père de Daniel, et quand Margaret l'a suggéré, Daniel était resté très immobile un moment, puis avait dit oui de la voix calme qu'il utilisait pour les choses qui lui coûtaient quelque chose et qui en valaient la peine. Rose et Samuel Holt. Clara l'a écrit dans la Bible de famille, dans l'espace que les familles laissent pour les noms, avec la date, le comté et le seul mot « trouvé », ce qui n'était pas un effacement de leur origine, mais un compte rendu honnête, car leur histoire leur appartenait et leur appartiendrait toujours, et les Holt ne croyaient pas aux faux semblants. Cette nuit-là, après que les bébés furent installés, que Clara fut allée dans sa chambre et que le ranch fut devenu silencieux, Margaret s'assit sur les marches du porch avec une tasse de café qu'elle ne buvait pas et regarda l'immense obscurité du Kansas. Elle entendit la porte moustiquaire et Daniel s'assit à côté d'elle, prêt, avec sa propre tasse. Ils restèrent silencieux longtemps. Les étoiles brillaient avec l'abondance des grands espaces qui ne cessaient jamais d'être remarquables. Et quelque part dans la grange, un cheval bougea, et la nuit respira autour d'eux comme le font les nuits du Kansas, vastes et sans excuse. « Daniel, a-t-elle dit. Ce que vous avez dit dans le bureau de Harriet sur le fait de ne pas être prêt pour quelque chose avant que ça n'arrive. » Elle tenait sa tasse à 2 mains. « Y croyez-vous toujours? » Il resta silencieux un moment. « Oui, a-t-il dit. Plus que lorsque je l'ai dit, elle regarda l'obscurité. Moi aussi. Il bougea à côté d'elle et elle sentit sa main trouver la sienne sur la marche entre eux, et il la tint avec la certitude calme d'un homme qui avait décidé quelque chose et n'était pas pressé de revenir sur sa décision,
et elle lui rendit sa prise avec la même certitude parce qu'elle avait couru vers quelque chose dans le noir et l'avait trouvé réel, et le réel était la seule chose qu'elle ait jamais exigée. À l'intérieur de la maison, Rose émit un petit son comme elle le faisait la nuit. Pas de détresse, juste une présence, juste la déclaration particulière d'une créature établissant qu'elle est là et a l'intention de le rester. Puis elle se calma. Margaret écouta le silence qui suivit et pensa à deux visages la regardant depuis une couverture de cavalerie dans le noir, furieux et vivant, ne sachant pas encore si quelqu'un allait venir. Quelqu'un était venu. Quelqu'un avait couru vers eux, au lieu de s'enfuir, était resté, s'était battu, s'était tenu dans une salle d'audience et avait dit « Je les ai entendus » et avait construit un foyer en 4 jours avec les matériaux disponibles, qui étaient 2 personnes consentantes, une communauté qui s'était présentée, et la conviction tenace particulière que les enfants laissés dans le noir méritent d'être trouvés par quelqu'un qui ne lâchera pas. Rose et Samuel Holt ont grandi au ranch Crestfall, et ils ont grandi en connaissant toute la vérité sur leur origine, parce que leurs parents croyaient que la vérité était une fondation et non une blessure. Ils ont grandi en sachant qu'une femme avait traversé une cour sombre vers eux à minuit, et qu'un homme avait arrêté son cheval dans la cour d'une étrangère et était resté, et que toute une communauté s'était levée dans un palais de justice parce que certaines choses valaient la peine qu'on se lève pour elles. Ils ont grandi en sachant que la famille n'est pas seulement ce dans quoi on est. C'est ce que quelqu'un choisit exprès, dans le noir. Avant de savoir comment ça va tourner et ce choix lucide, délibéré, coûteux, irréversible, est la définition la plus honnête de l'amour que le monde ait jamais réussi à produire. Margaret Calloway avait entendu 2 bébés pleurer dans le noir et avait couru vers eux. Et tout ce qui a suivi fut la vie que cette course a construite. C'est ce que signifie être quelqu'un qui reste.